Mais dès 20h, dans quelques secondes, notre invité exceptionnel sur RMC dans Génération After, il a joué 560 matchs en pro, 41 sélections en équipe de France, Arsenal, Manchester City, CVFC, Marseille, évidemment. Samir Nasri est avec nous dans Génération After. Salut Samir. Salut à tous. On est très heureux de t'accueillir sur RMC ce soir. Je crois que tu connais un peu des gars autour de la table. Un tout petit peu. Hein. Un petit peu. Oui. Deux joueurs corrects au paddle, juste corrects. Ils sont timides les gars ou quoi? Non, pas timides. C'est vrai qu'on l'a un peu initié au paddle sur la dernière année et il progresse de jour en jour. Ça commence à devenir un peu dur. Il a dépassé le maître ou pas? Ouais, là il est arrivé à maturité. Mais bon, c'était la suite logique. C'est la suite logique. Moi, la première rencontre avec Samir, c'est quand il est venu débaucher un joueur de mon équipe. Ah oui, c'est pour l'anecdote. Alors ça, on va la regarder parce que j'étais sur le cours aussi. Et moi, j'étais un peu vénère contre toi et Samir parce qu'on jouait. En plus, je faisais un super match. Une pression psychologique. Et non, mais faut raconter le contexte. On racontera après. Après. Vas-y, mais on s'est pas trompé quand même. Non, c'est vraiment pas trompé. Ouais, c'est pas mal. Effectivement. Alors, ce soir, on a une heure un peu plus des poussières avec toi, Samir, car on va. Il a jusqu'à minuit là. Il a pas compris encore. Il n'a pas compris. Évoquer ce documentaire qui est consacré à ta vie, ta carrière de Septem-les-Vallons au titre en Première Ligue. On le verra dimanche soir sur Canal+ à 21h, où tu es consultant bien sûr. On va refaire ta carrière, parler un peu de l'OM, du PSG, de Ballon d'Or aussi, peut-être si on a le temps, de la liste de Deschamps également. On est heureux de t'avoir ce soir avec nous. Et puis ensuite on passera la main bien sûr à Gilbert Bribois pour l'after. Bonsoir Gilbert. Salut les gars. Salut Gilbert. Walid il tremble un peu parce que c'est ton idole quand même. Ouais, c'est mon joueur préféré. Ouais. Mais bon, c'est bon, je suis passé. Qu'est-ce qui nous a bassiné avec Samir Nasri pendant des années? Avant de le connaître, c'est vraiment ton joueur préféré? Oui, ou pas? mon joueur préféré. Ouais. Au-dessus de Zizou? Zizou, en fait, moi j'aime bien avoir un joueur préféré. Pas générationnel. GOAT, non, mais pas GOAT, c'est-à-dire pas les très fort. D'accord. Ah, tu dis qu'il est pas très Si, il était très fort. Mais pour moi, Les chapeaux 2, mais pour moi, joueur préféré, Messi, Ronaldo, Zidane. C'est pas du jeu. Moi, mon vrai joueur préféré, le joueur que j'aime, etc., c'était Samir Nasri. Et au passage, il y a une vraie histoire avec, moi je l'ai déjà raconté, mais avec l'after. Parce que j'appelle la première fois pour défendre Samir Nasri après un franc sucré. Ah, t'as fait le 32-16? Ah oui. Je savais pas. Je m'étais embrouillé avec Daniel. D'accord. Déjà. Ça, c'est impossible. Déjà. Il sera là tout à l'heure, à 22h. Avec Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tour. On va parler de le mercato, bien sûr, les dernières infos, notamment à Marseille, la liste de Deschamps. Qu'est-ce qu'on a encore au programme? De Zerbi, parce qu'en fait, De Zerbi, il a un peu la pression, mine de rien, maintenant. Donc, on va voir ce qu'on dit l'after tout à l'heure. Il va falloir qu'il ait des résultats. Et puis, dans le cadre de nos 20 ans, on lance une grande série sur les matchs qui ont marqué l'after. Ce soir, on va parler de PSG Bucarest. PSG Bucarest. Oli, t'étais tout petit. Mais Quelle année? déjà vieux. Quelle année? Je sais plus. D'accord. T'as pas encore travaillé le match, Gilbert? Non, pas encore. T'as 2 heures. T'as 2 heures. Il était né. Il a 2 heures. T'as 2 heures. Donc voilà, ce sera tout à l'heure. On aura d'ailleurs Jimmy Algerino qui était sur le terrain. D'accord, le grand Jimmy. Voilà. C'est tout, je vous laisse. C'est en 97. T'avais 4 ans? 97. 97, j'avais 3 ans. 3 ans, t'as 93. Ouais, 93. C'est ça. Si je sais encore compter. Merci Gilbert. À tout à l'heure. De 22h, je vous rappelle qu'on est également sur la chaîne YouTube de l'After. Vous êtes 275 000 abonnés. Le chat est ouvert. Vos messages qui apparaissent dans le mur. Alors, tu vois les messages derrière moi, Samir. T'as quoi? T'as Wawa PSG qui dit « Je suis parisien, mais je t'aime, Samir ». Ça, c'est fort. C'est gentil, merci. Il y a aussi Benjedo qui m'appelle Nicolas Germain. Alors, je m'appelle Nicolas Jamin. J'avais un poster de Samir dans ma chambre. Et t'as Sylvain qui dit Petit Prince. Voilà, on est heureux de t'avoir avec nous ce soir. Samir, c'est parti. Donc pour ce documentaire d'1h30 réalisé par l'excellent Marc Sauvourel. Samir Nasri Rebelle, c'est le nom de ce documentaire. Marc a attendu le micro à Cesc Fabregas, ancien coéquipier, Arsène Wenger, ancien coach, Patrick Vieira, Djibril Cissé, Jérémy Ménez, Mamadou Niang, tes frères, sœurs, ta mère, ton père. Ton très grand ami aussi, il est important dans le documentaire, Mehdi Benassia, que certains vont découvrir encore un peu plus dans ce documentaire parce que tu en parles. C'est un très proche, Mehdi, pour toi l'histoire remonte à plus de 20 ans désormais. On a eu la chance de le voir tous les trois, Kevin, Walid et moi, avant la diffusion dimanche soir sur Canal. Déjà te dire qu'on a tous beaucoup aimé, on peut le dire. On est d'accord? Bien sûr. C'est très bien réalisé, c'est sans concession également, parce que ça ravive des grands souvenirs qu'on a nous aussi en tête. C'est un peu notre génération, le football début 2000, 2010, tout à fait. Tes débuts à Marseille, on va en parler, le succès, les victoires. Ce que j'ai aimé aussi, c'est ça raconte aussi ce qu'il y a de bien dans le foot et ce qu'il y a de pas bien. Voilà, ouais. C'est ça l'objet du documentaire. La pression énorme, l'attente autour de toi, à Marseille qui plus est, et puis les polémiques.
dont tu es parfois responsable, on va en parler aussi. Les médias aussi qui se sont jetés sur toi parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Tout ça, on va l'évoquer, on va tout balayer ensemble. D'abord, une question, Samir, que j'ai pas dans le documentaire. Tu parles de grands moments, on parlera de City notamment, ton titre en 2012. Est-ce que tu as vraiment kiffé ta carrière? Vraiment? Ouais, vraiment, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé parce que pour moi, le foot, ça représente un petit peu tout dans ma vie. C'est ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. En plus, réussir dans le club de ma ville, Marseille, comme je le dis au début du documentaire, quand tu es né à Marseille, ça te suit tout le long de ta vie. Et de réussir, de jouer au Vélodrome, déjà, pour moi, ça a été une réussite. En dehors de mes expériences à l'étranger, après à l'étranger, quand tu gagnes des trophées, bien sûr, ça valide le fait que tu as fait le bon choix. Mais ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé ma carrière. T'es nostalgique ou t'es vraiment passé à autre chose désormais, quoi? Non, passé à autre chose complètement. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, je suis vraiment passé à autre chose. Il faut savoir aussi dire stop au bon moment, ne pas continuer à persévérer pour rien. Et puis le choix d'avoir arrêté aussi, c'était un choix qui a été dicté un petit peu pour raisons familiales et de santé. Donc ouais, j'ai pas eu de regret là-dessus. Bon, on va parler aussi de ton rôle de consultant que tu découvres depuis 3-4 ans maintenant, pas de Canal, et qui a aussi restauré ton image auprès de certains. Oui. Façon Dugarry, que comme Christophe l'avait vécu en rejoignant Canal à l'époque. Alors le doc, il commence très fort, très efficace, Marc Sauvorel dans le montage. Tu dis dès le début, j'ai entendu pendant ma carrière que j'étais le nouveau Zidane, le nouveau génie du foot français, mais aussi une Kaira, un petit con, le bad boy, un animal nocturne, toutes les rumeurs possibles. Et là, il te demande, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et tu réponds honnêtement, et c'est pour ça qu'on te kiffe aussi, un peu tout. Ouais, c'est vrai, un peu tout. Un peu tout. Je pense que, bon, jamais de fumée sans feu. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs, mais la plupart ont toutes été un petit peu vraies, quoi. Un peu vrai, parfois un peu exagéré peut-être, aussi. En tout cas. Tu incarnes aussi la génération 87, ça c'est au cœur du documentaire, dont on a beaucoup parlé ici même dans l'after, avec Jérémy Ménez, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, la première génération avec des codes différents, qui ne passaient pas auprès de certains anciens dans le vestiaire, notamment, auprès des médias généralistes aussi, qui avaient du mal à comprendre votre façon d'aborder le foot. C'était quoi par exemple? C'était le casque vissé sur les oreilles, la musique, des codes vestimentaires également? Oui, c'est un peu tout. On va dire on est pas la première, mais on est la génération hip-hop en fait. On a grandi avec cette culture. Nicolas Anelka, c'est le premier joueur vraiment issu des banlieues à représenter autant les banlieues. Nous, on est tous de différents horizons. Hatem et Jérémy sont de la région parisienne. Karim, il est de la région lyonnaise et moi de Marseille, mais on a tous grandi un petit peu dans le même environnement. Donc, on a eu ce truc-là et quand on est arrivé en pro, on n'avait pas forcément les codes des anciens de tout ce qu'il y avait à l'époque. On était là, en fait, pour prendre notre place et pour s'installer. Alors, peut-être qu'on n'avait pas forcément les codes, mais quand je vois les générations d'aujourd'hui, ben, ils ont le même comportement que nous, mais aujourd'hui, ça ne dérange plus, en fait. Parce Exactement. On a été les premiers à l'avoir fait et ça a dérangé. Et après, finalement, tout le monde s'est adapté et ça a évolué un petit peu avec la culture d'aujourd'hui. Kevin? Mais écoute, moi déjà bravo pour le documentaire parce que moi ce que j'aime dans ce genre de format, souvent les Américains font ça, que ce soit dans des insides avec des clubs ou pour retracer la carrière d'un entraîneur ou d'un joueur, c'est qu'en fait j'ai redécouvert toute ta carrière. Ouais. Et ça c'est top. Parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Je me rappelais plus que tu avais commencé si jeune. Et puis ensuite, que tu avais choisi de partir d'Arsenal alors que tu avais Manchester United et que City, c'était le tout début du projet. Il y avait le PSG aussi, on en parlera. Hein. Oui, ouais. Mais bon, ça, le PSG, ça reste anecdotique. mais ce qui est vraiment très bien, c'est que même les plus jeunes ou les moins jeunes, en fait, on va tout redécouvrir. Oui. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. À la base, je voulais faire que la moitié hier soir, la moitié cet après-midi, mais j'ai tout regardé hier soir parce que ça suit un peu comme une série. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et je donne une anecdote. Moi, j'étais persuadé que tu étais à Nice-Nain. Et tu le dis dans le documentaire. Tu vois, et c'est des biais cognitifs. Vraiment, tu étais persuadé de ça? Pas persuadé, j'aurais pas mis ma main à couper, mais je pensais qu'il y était. Tu vois, pour moi, dans ma tête, il y est. Comme pour beaucoup de Français.
Et en fait, les problèmes que tu as eu, c'était après Nice Now. Tu vois, mais on ne te rappelle pas. Il y a des milliers de joueurs qui passent en équipe de France. On se rappelle pas de toutes les histoires de qui. Par exemple, un truc tout bête, il y en a qui pensent que Thiago Silva, il a joué le 8-1 avec le Brésil, le 7-1, alors qu'il n'a pas joué. Ouais. Tu vois, donc des fois, il y a des choses. C'est l'inconscient qui joue. Voilà, en fait. C'est ce que je te dis. On t'a associé à Franck Ribéry. Que Lewandowski était au Bayern contre Dortmund lors de la finale Bayern-Dortmund alors qu'il était à Dortmund. Mais c'est des biais cognitifs. Il y a des trucs comme ça dans l'inconscient des gens. Et en fait, Fabregas le dit aussi, quand on te met une étiquette dans le foot, mais il n'y a pas que dans le foot, dans la vie aussi, c'est très très difficile de s'en décoller. Et moi, ce que j'aime dans le documentaire, on pourra en reparler après, c'est aussi ce chassé-croisé entre les gens du foot et ta famille proche. C'est-à-dire ta maman, tes frères et sœurs. Et à un moment, elle parle de l'éducation, et on voit très bien que tes frères et sœurs et leur éducation, elle est irréprochable, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils ont le recul sur les événements et tout. Et toi aussi, finalement, on découvre ce côté attachant. Et moi, je te connais pas bien, mais même pour avoir croisé un peu Jérémy Ménez ou d'avoir eu des échos même d'Atem Ben Arfa. Bien sûr. Sur vous quatre, c'est les mêmes échos. Quand tu le connais dans la vraie vie, c'est pas du tout le même. Et moi, je pense que, pour finir, on y reviendra, mais ce documentaire-là ou ce genre de documentaire, faut le passer dans les centres de formation. Parce qu'il faut que les gars ils comprennent que les embûches, c'est pas que les anciens qui leur disent attention à ci, attention à ça. Les médias, le média training, eux ils se disent c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu comprends pas tant que tu l'as pas vécu, je pense. C'est clair. Tu disais tout à l'heure, on est une nouvelle génération avec de nouveaux codes et notamment une grande confiance en soi. On en parle souvent, les jeunes désormais. Kylian Mbappé est un peu l'archétype désormais, le sommet de tout ça. Me parlez pas d'âge, c'est pas une question d'âge quand on est prêt à jouer, à débuter. Toi, tu dis dans le documentaire, on est venu pour tout prendre. C'est ça que tu disais, tout prendre avec la confiance, se dire, c'est pas parce que j'ai 17 ans ou 22 ans en équipe de France que je dois m'incliner devant un Pat Vieira ou un Lilian Thuram. Non, il y a le respect. Il y a le respect parce qu'on respecte la carrière, ce qu'ils ont fait. Mais si je suis arrivé dans cette équipe-là et je suis avec toi dans la vie de tous les jours ou dans un groupe, on est là pour prendre la place. On n'est pas là pour faire des politesses ou être un petit peu trop respectueux en termes footballistiques. Moi, j'étais là, je suis arrivé là. La vérité, moi, quand je viens d'un milieu très très modeste, donc j'avais les crocs. Moi, je voulais sortir mes parents, mes frères, ma sœur de la vie du quartier. Je voulais leur acheter une maison, je voulais réussir. Et comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au tout début, non, c'est ma chance, c'est à moi de la saisir et donc je vais tout faire pour. Et ça a été mal perçu. Parce qu'il y a notamment dans Intérieur Sport la phrase de Kylian Mbappé « tu me parles pas d'âge ». Il y avait aussi l'anecdote de Karim Benzema qui, dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais à l'époque, en rigolant, avait dit « non mais de toute façon, moi, rigolez sur mon bizutage, mais moi, je vais vous prendre, je vais prendre votre place ». Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas un décalage immense entre votre génération et l'ancienne et qu'il y avait des choses à pas faire? Pour les anciens, se faire respecter, c'est ça. Avoir que les jeunes s'inclinent devant eux. Exactement. Est-ce que c'était ça? C'était pas ça les règles du jeu à l'époque? Pour moi, non. Et toujours pas aujourd'hui dans ton esprit? Non, pour moi, non. J'étais, on va dire, cet ancien lorsque j'avais fait mon passage à Anderlecht où Vincent Kompany m'avait appelé pour que je vienne jouer à Anderlecht et que je l'aide aussi en étant dans le staff. Il m'avait demandé, tu te mets dans le vestiaire avec nous, les coachs. Je lui avais dit non, si je suis encore joueur, je me mets dans le vestiaire avec les joueurs. J'ai pas envie de leur envoyer un signal un petit peu bizarre aux joueurs. Et les jeunes qui étaient là, il y avait Jérémy Doku, il y avait Alexis Salemakers, qui aujourd'hui joue les deux dans des grands clubs. Mais j'étais à fond avec eux dans la mentalité qu'ils avaient. Ils étaient là, ils n'acceptaient pas, ils n'étaient pas contents quand ils étaient sur le banc parce qu'ils sont sûrs de leur qualité. Et aujourd'hui, dans le monde du foot, c'est difficile quand on voit les réseaux sociaux, les messages qu'ils peuvent avoir. Ces jeunes-là, ça peut les toucher. Moi, je suis content de voir quelqu'un qui est sûr de lui, qui a envie de s'imposer. Au contraire, je ne le prendrai pas comme un manque de respect si le jeune, il pense qu'il est meilleur que moi à ce moment-là. T'étais venu pour tout prendre, y compris la place de Thierry Henry dans le bus. C'est un moment fort du documentaire aussi, on ne va pas tout dévoiler. Je rappelle l'épisode en tout cas, équipe de France bien sûr, tu montes dans le bus avant lui, tu t'installes à sa place. William Gallas, qui n'était pas ton pote, c'est moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, s'agite, Henry arrive, il te demande de te lever, tu restes plusieurs secondes assis, le casque sur les oreilles en lui disant que son nom n'est pas écrit sur le siège. Avant finalement de lui céder sa place. Tu savais que c'était la sienne ? C'était une provoque ou une volonté de s'imposer là ou c'était une maladresse? Non, honnêtement, je ne savais pas du tout que c'était sa place parce que si on voit un peu l'historique sur les 3 ou 4 premières sélections, Thierry Henry n'était pas là, il avait une blessure au dos et c'était sa dernière année à Arsenal. Et donc je me mettais toujours à cette place et ce jour-là, il fait son retour en sélection, donc je me mets à cette place-là et derrière,
Dans les groupes, c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeune, on essaye de le titiller pour voir comment il va réagir. Tout le monde dit derrière, il y avait Willy Sagnol, il y avait William Gallas et Patrick Vieira. Et les trois, ils disent bon, on a fait un pari pour voir si tu vas te lever, parce que c'est la place de Thierry Henry. Et Patrick, il fait ça pour me chauffer. Patrick, à ce moment-là, il me dit moi, j'ai parié que tu n'allais pas te lever. Et là, j'ai 19 ans et il m'en faut pas plus pour me chauffer un petit peu. Donc, je mets mon casque. C'était à l'époque de l'iPod. Et je mets pas de musique exprès. Et je suis assis comme ça. Et quand il vient, Thierry, en fait, c'est sa première remarque. Et qui dit les jeunes, ils savent pas, c'est la place de qui. Et moi, je fais semblant, je l'entends. Et il me tape comme ça dans l'épaule. Il me dit lève-toi. Et en fait, c'est sa façon dont il me l'a dit. J'ai fait semblant de dire il n'y a pas ton nom, donc je me lève pas. Et là, j'ai vraiment mis la musique juste après. Et après, il m'a retapé dessus, j'ai enlevé le casque. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, je suis superstitieux, c'est ma place, je suis là, ça fait 10 ans, tout ça et tout. Je me suis levé, je lui ai laissé la place. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu de l'écrire dans un livre et de dire que... C'est William Gallas qui l'a fait. Et de dire qu'en gros, les problèmes générationnels, ce n'est pas un problème générationnel. À la rigueur, si on se tape dessus, que tu le mets dans un livre, je veux bien. Et surtout que... La personne qui était là juste avant nous avait fait un livre. Jérôme. Et j'étais bien placé pour le savoir à Arsenal. William Gallas l'avait mal pris parce qu'il le nomme dedans. Et il avait très mal pris. Il disait ouais, moi je comprends pas pourquoi dans un livre on nomme des anciens joueurs, faut pas faire des trucs comme ça. Et lui 6 mois après il me fait la même chose. Donc j'ai très mal pris et c'est de là que. Parce que les livres sont faits pour être vendus et parfois aussi les éditeurs ils disent il faut des exemples, il faut de la polémique. Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, deuxième chose que j'ai appris hier, c'est que tu as fini par lui laisser sa place. Mais oui. Alors on savait pas ça. Je pense qu'il y a 99% des gens qui suivent le foot qui pensent que tu lui as jamais laissé sa place. Non, mais donc 90% des gens se disaient Samir Nasri, petit con, il fait ça à Thierry Henry, la légende. Mais moi je te le dis, je l'ai déjà dit ça. Pas forcément petit con, je me serais pas permis, mais j'ai déjà dit. Mais j'ai déjà dit. Non, mais attends quand même, il n'avait pas laissé la place à Thierry Henry, tu vois. Alors qu'en fait, tu l'as laissé. Donc c'est pour ça qu'il est important ce documentaire. Tu aurais même pu le faire, je sais pas, à la fin de ta carrière ou avant, parce qu'en fait, ça rétablit des vérités. Et je reviens sur ce que tu disais sur le fait. Moi, les nouvelles générations, je les ai connues. Moi, je suis 83. Je les ai connues dans des vestiaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, peu importe. Moi, c'est pas ce qui me gêne parce qu'au final, ça se finit toujours bien. Ouais. Tu vois. Mais tu parlais de code. Il y a le code et il y a l'éducation. Toi, l'éducation, tu l'as. D'ailleurs, c'est un truc qui a piqué ta maman. Qu'on dise que tu n'étais pas éduqué ou tu étais mal éduqué, etc. Et c'est normal. Toutes les mamans qui sont occupées de leurs enfants auraient réagi pareil. Mais le souci, c'est pas forcément que de l'éducation, en fait. C'est un petit peu d'éducation, un contexte, un peu de fierté, un moment où là, tu racontes que c'est Patrick Vieira qui te chauffe. Et du coup, ça reste pendant... Si tu n'avais pas fait ce documentaire, peut-être que toute notre vie, on aurait cru que tu n'avais pas laissé la place, tu vois. Et c'est ces petites choses qui font que, encore une fois, je reviens au fait que, et tu le dis dans le documentaire, et tes frères aussi le disent, on ne se rend pas compte de ce que tu as vécu. Et moi, je pense que oui. Est-ce qu'eux aussi ont vécu d'ailleurs ? D'être né à Marseille, de percer à Marseille. T'es un des seuls qui a percé à Marseille. C'est fou. Je sais pas si tu vas trop vite, Kevin, là. Tu vas non, mais c'est pas ça. Tu vas trop vite. C'est qu'on parle du départ et pour les jeunes générations, ce qui vivent les réseaux sociaux, l'exposition, et on en parlait hier sur les jeunes joueurs, parce que toi, tu as été quand même exposé très jeune. Tu disais que, je sais pas, 6 mois après, mais ça, tu vas le dire. Mais franchement, ça doit être compliqué. Il veut tout spoil, Kevin, il veut tout spoil. Non, c'est intéressant. Moi, ce que je clippais dans l'anecdote, c'est que Thierry Henry n'a pas pété un plomb, en fait. Non. Il est resté très calme, lui. Non, il restait D'autres auraient pété un plomb, mais lui, il est resté. La vérité, il t'a expliqué, quoi. Il est resté très calme, il m'a expliqué, je me suis levé, il m'a même invité à s'asseoir à côté de lui. Il avait son ordinateur de l'époque. Il a même sorti un truc pour mettre double écouteur dessus. Il m'a dit, viens, on regarde une série ensemble. Mais voilà. Et moi, à l'époque, je lui dis, mais c'est quoi comme série? C'est en quoi? Il me dit, c'est en V. Ouais. Mais moi, je parle pas anglais, j'étais encore à Marseille. Je dis, non, laisse tomber. J'ai mis mon iPod et j'ai écouté ma musique. Mais voilà, c'était surtout, ça c'est super bien terminé. On s'est revu avec Thierry, on s'est pris dans les bras, on discute. Il y avait vraiment pas lieu d'en faire toute une histoire. Mais avec le recul, Samir, quand on regarde le documentaire, en fait, c'est le point de départ de ta carrière en équipe de France. Au final, parce que derrière, tu fais pas 2010 parce que, enfin, c'est comme ça qu'on le comprend dans le documentaire. Bah, les cadres, on sait que les cadres sont très importants et que pas les cadres, un cadre, mais un cadre qui était important. J'ai l'impression qu'entre toi et William Gallas, que Raymond Domenech a choisi William Gallas. Et c'est normal. Que derrière en 2012, déjà tu reviens, mais tu as un peu derrière toi cet épisode en disant bon, faut pas qu'il se loupe.
qu'en 2012 ça se passe aussi un peu mal et qu'après derrière Deschamps, j'ai l'impression qu'en fait ce passage-là est quand même le passage qui détermine tout au final ou pas? Non. Je pense qu'il y a certaines choses après qui ont fait que, tu vois, même il y a certaines performances qui n'ont pas été à la hauteur, donc forcément tu deviens pas légitime d'une certaine manière. 2012, moi jusqu'en 2012 avec Laurent Blanc ça se passe bien. On oublie peut-être, mais la qualification à l'Euro, c'est moi qui mets le penalty décisif contre la Bosnie. Avec Laurent Blanc, ça se passait super bien. Après, j'ai une réaction d'humeur parce que j'avais des comptes à régler avec les journalistes de l'équipe qui, depuis moi, c'est pas simplement les matchs de préparation, mais même avant ça, mon départ d'Arsenal à Manchester City, j'ai aussi mal pris que certains consultants qui étaient des joueurs de foot, qui avaient fait des choix, eux, dictés par l'argent, m'ont traité de mercenaire parce que j'avais quitté Arsenal. Donc, il y avait aussi une accumulation de beaucoup de choses. Il y a eu ma maladie aussi qui m'a changé aussi sur le monde du football. Donc non, il y a plusieurs trucs. Et Didier Deschamps, la relation pour moi avec lui, elle avait mal débuté parce qu'à l'Euro 2012, il n'était pas encore sélectionneur. On savait qu'il allait prendre l'équipe après l'Euro 2012. Et il m'a appelé à moi personnellement pour discuter des futurs plans et compagnie. Et après la suspension, il n'a pas tenu toutes les promesses qu'il a eues envers moi au téléphone. Donc c'est pour ça que... Et moi, je suis quelqu'un, je me ferme de suite. En fait, si je m'aperçois que la personne est hypocrite ou elle n'est pas franche comme moi, j'ai un peu de mal avec le rapport humain de temps en temps. Donc 2012. Notre invité ce soir, Samir Nasri, qu'on est heureux d'avoir avec nous pendant au moins 1 heure. On va parler de Marseille après avoir parlé de ta carrière de manière générale pour l'instant. L'OM, 4 saisons chez les pros, mais d'abord le ballon en bas de l'immeuble, bien sûr. Tu joues au foot tous les soirs, en bas de chez toi, à Septem-les-Vallons. Ta mère te répète qu'elle veut que tu sois médecin, je l'ai dit. Toi, tu penses qu'au foot. Et tu dis que les meilleurs souvenirs, c'était là, à cette époque. Ouais. Ça, c'est sincère, parce que la plupart des joueurs nous disent ça. C'est les premiers ballons avec les potes dans la rue ou sur un terrain. Quand même, Agüero, 98e, quand même. Ouais, mais c'est attends, on en parlera après. Mais je te jure, c'est pas pareil. En fait, c'est l'insouciance. Quand tu grandis dans un quartier, c'est le partage, c'est ces moments, c'est ces souvenirs, en fait. Parce que quand ça devient ton métier, avec l'accumulation de la pression médiatique, de l'engouement des gens, en fait, toi, tu n'es pas préparé à ça. Toi, tu as juste envie de prendre un ballon, d'aller taper avec tes potes et de t'amuser. En toute insouciance. Eh oui, donc finir tes devoirs et le bonheur quand tu dévales les escaliers et que tu vas jouer avec tes potes. Tu sais que là, c'est extraordinaire. 2 heures, c'est ta Ligue des Champions, c'est ta Coupe du Monde avec tes potes. C'est excellent. Bon, comment ça s'est passé? Qui t'a repéré d'abord? J'ai commencé dans le club de mon quartier, j'ai fait 2 ans. Après, je suis parti dans un club juste à côté, au Pen Mirabeau. J'ai fait 1 saison et j'avais un entraîneur que son fils il jouait dans les catégories de jeunes à l'Olympique de Marseille et qui avait parlé avec le recruteur, Freddy Assolène, en lui disant, voilà, j'ai un petit, il faut que tu viennes le voir. Et il est venu me voir et il est venu, il a proposé à mes parents que j'aille faire un tournoi d'abord à Florence, avec la génération 85. Je suis parti faire ce tournoi là-bas. Toi, t'es 87, je précise. Ouais, j'avais fait ce tournoi, ça s'était super bien passé. En plus, moi, avec des yeux comme ça, parce qu'on a joué la Juve, l'Ajax et tout. Et je termine meilleur joueur du tournoi, on rentre à la maison et après, l'OM vient pour me faire signer, en fait. Ce qui est dingue dans le documentaire, c'est que donc... le fameux recruteur vient avec un maillot de Laurent Blanc. Ouais, c'est génial. C'est dingue. Au début, je croyais que c'était Laurent Blanc. Ouais, non, mais le Laurent Blanc, en fait, t'as la caricature totale, en fait. Totalement. T'as l'impression d'être dans 3-0 quand il te dit, c'est ce stylo, Lilian Thuram a signé avec. Mais attends, d'ailleurs, la force du docu, on l'a pas dit, mais il y a des images d'archives. J'ai jamais vu sur le doc d'un footballeur. Qui filme quand il vient chez toi? Stéphane Meunier. Ah oui, d'accord. C'est celui qui a dans les bleus. À la Clairefontaine. Les yeux dans les bleus. Mais il a fait aussi à la Clairefontaine. Oui. En fait, Stéphane Meunier, et après les yeux dans les bleus, il est descendu à Marseille. Il a fait un reportage qui s'appelle Tellement Marseille. C'est c'est un groupe de street dance à Marseille et sur une équipe. Et c'était mon équipe, en fait. Et il avait choisi 3 joueurs. Il avait choisi un jeune qui s'appelle Renaud à l'époque. Il avait choisi Ahmed Yayaoui et moi-même. Et il a des images, mais incroyable. On te voit gamin sur le terrain en bas de l'immeuble. Tu sais que je regardais les images, je me disais mais elles sont dingues les images, tu sais, c'est bien filmé. Ouais. Mais ça m'étonne pas du tout que ce soit lui. Le gars, c'est un monstre. Les images quand il marche pour aller chez lui, etc. Au début du documentaire, c'est fou. Limite on dirait une fiction en fait. Ouais, c'est une IA, c'est une IA. Voilà, c'est ça. J'ai cru que c'était une IA à un moment. Je dis mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ce qui est marrant, c'est que quand il arrive, il dit à un moment, bon, t'auras un chauffeur, il viendra te chercher, il te ramènera. Et là ta mère a fait un chauffeur aussi. Et lui
il dit quoi? Il dit le chauffeur, c'est pas pour tous les joueurs. Ouais, t'as raison. Il comprend à 12 ans, il comprend que c'est pas le même. Il dit ça et après il dit. Bon, moi je veux pas non plus me vanter. Tu le vois dans son regard, même quand il y a le recruteur, que c'est pas, il a pas le même niveau que les autres quand même. Déjà à 12 ans quand même. Tu l'entends, il le dit plus tard. On a une pépite et tout. Tu le vois. Alors il y a un moment, une date que j'ai notée moi, c'est le 26 novembre 2003. C'est quoi ça? Tu sais ou pas? 26 novembre 2003. T'es ramasseur de balles au Vélodrome. Ouais. Contre le Real Olympique Madrid. de Marseille, Real Madrid, Ligue des Champions, match retour, le Real des Galactiques, Zidane, Beckham, Figo, R9 sont là. Toi, t'es gamin. Et là, ce qui est intéressant, c'est le centre de formation. T'es un grand espoir de l'OM et tu en parles devant eux comme un gamin qui rêve encore d'être professionnel. Ah oui, mais c'est... Et ça, c'est un déclencheur aussi. Tu dis, mais ça y est, on y est là. Ouais, mais c'est... Pour moi, on y est parce que je suis sur le bord de la pelouse et je vois le match. Mais je suis tellement loin aussi de penser que dans un an, en fait, je suis sur le terrain en train de jouer devant 60 000. Et de voir Zizou, Figo, R9. Là, on était avec Mehdi le soir, on est rentré. On a débriefé le match, mais avec des étoiles plein les yeux. Oh, mais t'imagines? Oh là là, mais t'as vu l'autre, comment il contrôle le ballon, comment il dribble et tout. Il y avait ce truc-là. Franchement, c'était extraordinaire. J'ai des frissons. C'est dommage, on peut pas tout raconter, mais même l'histoire avec Benassia, c'est dingue. Ouais. Qu'en fait, t'as ta chambre. En gros, t'es le petit prince, t'as ta chambre. Il demande d'être tout seul dans la chambre quand même. Hein. C'est et ils te mettent. À la base, vous étiez 4. Et du coup, lui, il dit non, je me sens pour moi. Privilège. Moi j'ai un chauffeur, j'ai ma chambre. Et là, ils te mettent un mec comme ça. Le gars, ça devient ton meilleur pote. C'est ouf quand même. Ouais, franchement, c'est ouf parce que après, on a fait tellement de choses ensemble. Mais quand il est venu, voilà, je vois, ils sont sérieux, ils ont mis quelqu'un. Et d'un coup, ça a accroché. Et même quand j'ai eu des moments difficiles, c'est le seul qui a été là et tout. On va écouter ça maintenant parce qu'il y a aussi, on parlera aussi des 4 saisons à Marseille, savoir comment tu les juges. Toi, il n'y a pas eu de titre, mais quand même beaucoup d'émotions au Vélodrome. Il y a une cassure sur ta dernière saison à l'OM, 18 septembre 2007, match de Ligue des Champions au Vélodrome. Tu racontes dans le documentaire, on écoute. J'ai joué un match de Ligue des Champions sous méningite. Après le match, je fais 12 jours à l'hôpital. Il faisait que vomir, le pauvre. C'était horrible. Mais j'ai cru qu'il allait mourir. C'est grave, la méningite. Et personne n'est venu me voir à l'hôpital. C'est dans les épreuves qu'on se rend compte qui est là, qui est pas là, sur qui on peut compter, etc. Ben là, il a su qu'il pouvait compter sur personne à part nous. Moi, le football, dans ma tête, c'était les 12 potes. Mais chacun passe à sa gueule, en fait. Tu sais qui c'est qui est venu me voir? Et que j'oublierai jamais de ma vie. C'est pour ça que c'est toujours mon ami jusqu'à aujourd'hui. Mehdi Benassia. Il était à Lorient ou à Clermont. Et après que j'avais la méningite, il est descendu. Je me souviens comme c'était hier, il m'a ramené à McDonald's où je mange. Parce que j'arrivais pas à manger. Moi, si ça avait été l'inverse, je serais allé voir n'importe qui. Je suis quelqu'un de loyal, moi, avec mes amis. Et je vais au bout du monde pour eux. Mais j'ai mal pris. Je me suis dit que c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est là que j'ai changé de mentalité un peu. Très fort comme témoignage dans ce documentaire sur Canal+, Samir. C'est pas une cassure, mais c'est en tout cas pour toi un moment de bascule. Tu comprends quel est ce milieu à ce moment-là. Ouais, parce que j'étais encore insouciant. À l'époque, Kevin peut aussi en témoigner. Il n'y avait pas autant d'engouement avec les réseaux, avec les parents qui pensent que leurs enfants vont être il n'y a pas le projet Mbappé et tout ça. Ticket d'euros millions pour eux, qui va leur changer leur vie. C'était pas comme ça. Et donc, pour moi, on était tous là, on était tous pop, même au centre de formation. Il y avait de la concurrence, mais c'était pas exacerbé comme ça l'est aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était, ouais, j'arrive, tout va bien. Et en plus, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas connu de coup dur, en fait, dans ma carrière, que ce soit en jeune ou même mes débuts en pro. Et c'était idyllique, en fait. Tout s'était toujours très bien passé. Donc, je n'étais pas préparé à ce genre de choses. Et là, il y a, comme joueur, c'est Mehdi Benassia et les gens du club qui ont toujours pris des nouvelles, qui ont appelé mes parents quotidiennement. C'est Pape Diouf, paix à son âme, et Louis Acariès qui s'occupait à l'époque, qui était dans le board et qui était là pour remettre un petit peu de l'ordre au club. Pas de joueur. Pas de joueur. Pas de coéquipier. Ce que tu dis aussi, et là c'est ta sœur qu'on a entendu, tu disais que notre génération, même si moi j'ai pas joué à l'OM, mais je suis parti à l'étranger. Moi, ma mère, en fait, elle voulait pas que je devienne footballeur. Ouais. Quand je suis parti à l'étranger, elle a pleuré, ma mère, le jour où je suis parti.
parce que eux, les parents, ils s'inquiètent. En tout cas, les parents de ma génération, j'ai l'impression qu'ils étaient plus inquiets justement de. Et encore, t'es parti tard, toi. Hein. Et moi, je suis parti tard. Samir, à 12 ans, il était au centre de formation. Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui, leurs parents, ils savent pas s'ils le mettent en centre de formation. Et ta mère, d'ailleurs, je crois qu'il voulait te prendre 1 an avant, et elle a pas voulu. Mais c'est ce qu'on voit aussi. Tu vois, Mais d'ailleurs, j'ai une question. Du coup, il y a un de tes frères qui a été médecin ou sœur ou. Non, ils ont fait des études, ils ont eu leur master, truc. Aujourd'hui, mais pas de médecin. Non, pas de médecin. Ah, okay. Non, mon frère, il a fait des études et lui, il y en a un qui est spécialisé dans l'histoire et l'autre, il est dans l'éducation nationale. Ils ont pas. Parce qu'elle voulait vraiment un médecin. Donc. Elle essaie avec mon fils là. Okay. C'est vrai. Elle essaie avec mon fils, mais mon fils, il est comme moi. Il a dit non, mamie, je vais être footballeur. Et après, quand je finis, ben là, je serai docteur pour faire plaisir. Démarrer à 30 ans, à 35 ans, les médecines, c'est dur. Finir à 45 ans. Parce qu'on va pas tout spoiler, mais la fin du documentaire, elle est quand même très émouvante. On va pas le dire ça, parce que c'est le moment aussi du documentaire. Ça raconte aussi ton évolution en tant qu'homme. Samir, je reviens à Marseille. Tu arrives dans une équipe qui a de la gueule sur le papier quand même, de Mamad Niang, Franck Ribéry, Djibril Cissé. T'es bien accueilli? Très bien. Très bien accueilli. On le voit dans les images. Très bien. Francky Ribéry est nickel avec toi. Ouais. Tout le monde est nickel. Top. On était inséparables. Franchement. Inséparables dans la blague, dans la connerie aussi dans tout. Dans tout. Franck, Mamad, Djibril, vraiment. En plus, on jouait tous les 4 devant. Non, franchement, il y avait une vraie alchimie entre nous. Le seul regret, c'est que voilà, on perd contre Sochaux en finale de Coupe de France. On va dire que Lyon était intouchable à ce moment-là, mais au moins on peut prendre au moins 2 Coupes de France, que ce soit le Paris et Sochaux. C'est des très belles années, ça, pour toi, l'Olympique de Marseille? Comment tu les qualifies? C'est là où tu as le sourire, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de générations. Le sourire sur les vidéos. T'as raison, c'est vrai ça. C'est vrai, alors qu'avant, après, j'ai l'impression que on voit, peut-être c'est moins d'inside, mais je me suis dit, ouais. Moi, forcément, t'es Marseillais, t'es à Marseille, t'es à l'OM. Et il y a des mecs qui sont. Il y a une joie d'enfant à Marseille. Mais t'as cette insouciance, et peut-être après l'histoire de la méningite, etc. Mais, après, mais ça se voit en tout cas dans le documentaire. Dans le documentaire, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup... vraiment, ça reflète vraiment la réalité de comment tout s'est passé et le déroulement même après. Parce qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui te disent qu'ils ont préféré cette génération-là qui n'a pas gagné de titre plutôt que même celle d'après avec Didier Deschamps. 2010, qui est champion. Mais que cette génération-là les a vraiment marqués parce qu'il y a des joueurs iconiques et qu'ils étaient vraiment attachés à votre bande. Toi, tu le ressens, toi, avec le recul? On te le dit souvent. Je le ressens, franchement, je le ressens. Et en plus de ça, les mecs qui étaient là, c'est des mecs qui étaient vraiment attachés au club et au maillot. Djibril, c'est un joueur qui est de la région. Mamad, c'est devenu un Marseillais d'adoption. Tu avais Lorixana aussi derrière qui avait beaucoup les valeurs, qui représentait beaucoup les valeurs des supporters et compagnie. Tu avais Abibey aussi qui était là derrière. C'était une équipe avec beaucoup de joueurs de caractère et sur le terrain, on essayait de donner le maximum. Et Pape Diouf aussi. Ouais, Pape Diouf en tant que président, c'était la grande classe. Moi, je l'ai eu comme agent et après, j'ai connu comme dirigeant. Et franchement, c'était la grande classe. Il te manque un truc quand même sur les 4 saisons à Marseille ou pas? Un titre, évidemment, mais... C'est ça. Ouais, le titre. À Marseille, l'engouement, c'est exagéré. Mais j'aurais aimé, tu vois, gagner un trophée, aller sur le port, le fêter avec les supporters. Ça, ouais, c'est quelque chose que je regrette. T'as ressenti la pression à Marseille parce que là, c'est le grand débat à la mode sur les dernières années. C'est trop dur de sortir du centre de formation. Toi, j'ai le sentiment que t'avais une insouciance sur le terrain dès tes débuts et qu'à aucun moment tu l'as ressenti. Non, j'ai jamais ressenti ça. Après, j'ai eu de la chance. Il faut être honnête, même si le talent était là, mais j'ai eu de la chance d'avoir comme premier entraîneur en pro José Anigo, que j'avais connu au centre de formation avec la CFA. Il m'a lancé en CFA, j'avais 14 ans, mon premier match en CFA. Que j'ai connu à 9 ans lorsque j'ai signé à l'Olympique de Marseille, parce qu'il était entraîneur des Benjamins. Donc ça, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis enfant. Donc quand il était là, entraîneur des pros, avant de rentrer contre Sochaux, il me dit pas, fais une bonne entrée, tranquille. Non, il me dit, prends le ballon, dribble tout le monde, parce qu'il m'a vu le faire quand j'étais jeune. Et donc quand tu rentres et que tu as le soutien du coach, tu sais très bien que tu peux vraiment te lâcher. Est-ce qu'avec un autre entraîneur, j'aurais eu autant d'insouciance? Ça, je peux pas me prononcer, mais j'ai eu de la chance d'avoir José Anigo comme entraîneur. On en a beaucoup débattu avec Kevin, notamment sur Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Nous, on le sent dans le documentaire que, je sais pas si la pression, elle est véritablement sur toi, mais en tout cas, en dehors, quand Benatia en parle, notamment quand on dit, tu vas aller dans la chambre du Crax, lui, on en a un tous les 25 ans, que tu as des privilèges. Si ça marche pas pour toi,
à un moment à l'Olympique de Marseille, si ça prend pas, bon, il y en a qui diront, lui, le petit prince, là, en fait, finalement, c'est une fraude. Tu vois, j'ai l'impression que finalement, toi, à aucun moment, tu l'as... Le plus dur, c'est aussi les comparaisons avec Zidane, je pense. Ouais, non, ça c'est très dur. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est, à l'époque, il n'était pas dirigeant, c'était mon agent, c'était Pape Diouf. Il m'avait expliqué un truc, mais vraiment tout bête, mais qui fait sens. Il m'a dit, tu es là. Les autres joueurs de ta génération, ils sont là. Si tu travailles autant, voire plus qu'eux, ça va rester comme ça. Tu auras toujours ton avance. Maintenant, si tu travailles moins, tu te reposes sur tes lauriers parce qu'on dit que tu es bon, parce que tu es international français, ce que tu veux, le joueur qui est là, il va travailler plus, il va venir ici. Et demain, un dirigeant, il va choisir celui qui est plus bosseur que celui qui est talentueux. Et quand j'étais jeune, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Il a raison et je travaillais. Donc pour moi, je ressentais pas cette pression. Je me suis dit, je travaille plus qu'eux, je suis meilleur qu'eux, je vais jouer ici. Donc le talent, oui, mais le travail, tu travailles beaucoup. Mais c'est obligatoire. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent sans travail. Non. Oui, ou alors c'est éphémère. Tu as un prime d'1 an ou de 2 ans, mais tu peux pas perdurer au très haut niveau si tu travailles pas. Alors Samir, après Marseille, après tes débuts à l'OM, la Première Ligue, tu as fait 9 saisons en Angleterre. D'abord Arsenal, bien sûr. Pourtant, toi, l'APL, et tu dis dans le documentaire sur Canal, ça ne te faisait pas rêver forcément. Pourquoi ? Non, à la base, parce que je pense, à la base, le football anglais n'est pas adapté à mes qualités. Je parle dans les années 90, c'était beaucoup de kick and rush, c'était du jeu direct. Et moi, mes qualités, c'est plus le jeu au sol et technique. Donc, j'ai toujours été attiré par le championnat espagnol. Et fin des années 90, la première ligue de l'époque, c'est le championnat italien. Les grands joueurs, ils jouent tous dans le championnat italien. Et après, avec l'arrivée d'Arsène Wenger et les Frenchies, que ce soit au départ le doublé avec Nicolas Anelka et compagnie, et après l'arrivée de Henry, Pires et Vieira Arsenal, m'a fait changer un petit peu d'opinion sur le football anglais. Et là, tu fais une rencontre, j'ai envie de dire, ta rencontre footballistique à Arsenal. Il est espagnol, il a 22 ans, il est capitaine de l'équipe, il s'appelle Cesc Fabregas. Kevin Ismar déjà, parce qu'il kiffe évidemment le joueur. On a le sentiment là que c'est presque le coup de foudre technique, quoi. En fait, on se connaissait parce qu'on gagne le championnat d'Europe des 17 ans contre l'Espagne et il y avait Cesc qui était là. Et en fait, on était tous dans le même hôtel. Et tous les jours, on jouait à la PlayStation ensemble. Parce qu'on avait un joueur de notre équipe en équipe de France, qui était le fils de Jacques Songo, Franck Songo, qui était au Barça. Et donc, il allait tous les jours dans leur chambre et j'allais avec lui et on jouait à la PlayStation. Donc, on se connaissait un petit peu. Et quand je signe à Arsenal, de suite, les premiers entraînements, le mec, techniquement, il est au-dessus. C'est un passeur. Honnêtement, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs dans ma carrière. Pour moi, c'est le meilleur passeur avec qui j'ai joué et de loin. Et donc, on avait une certaine attente parce que Arsène Wenger, il aimait bien avoir 2 meneurs de jeu dans son équipe. Un plus bas, c'était Cesc, et moi, un peu plus haut. Et donc, il y a eu de suite ces petites connivences au niveau footballistique. Et moi, je me suis vraiment épanoui avec lui. Et avec Arsène Wenger aussi, qui parle très bien de toi dans le documentaire. Non, mais lui, voilà, c'est la grande classe. Lui, il a joué le rôle de père. C'était important pour moi de ma première expérience à l'étranger dans un club, un top club qui joue la Ligue des Champions chaque saison, qui se qualifie toujours après les poules, mais d'avoir un entraîneur français qui puisse me comprendre. Et lui, il a tenu toutes les promesses qu'il m'avait faites lorsque j'étais à Marseille. Il m'a aidé dans ma vie personnelle, il m'a aidé à m'installer. Tous les jours, il me demandait de mes nouvelles. Il y a eu ce lien. Moi, je suis quelqu'un, je fonctionne beaucoup à l'affectif et mes meilleures saisons, je les ai toujours fait avec un entraîneur avec qui je n'étais pas en conflit ou qui aimait le conflit. J'aimais bien avoir un entraîneur. Je suis bon, il me le dit, mais si je ne suis pas bon, il me le dit, qui est juste. Et j'ai adoré bosser avec Arsène Wenger. Vous ne gagnez pas pendant 3 ans à Arsenal, et là tu pars à City. Et ton titre, tu vas le chercher en 2012 lors d'une dernière journée historique. C'est soit vous, soit United qui bat Sunderland 1-0. Vous êtes mené 2-1 par QPR, Queen's Park Rangers, avec un but de ton pote Djibril Cissé en plus. Ouais. Et en 2 minutes, dans le temps additionnel, vous renversez tout. Dzeko égalise, et évidemment, la suite, on la coupe. Balotelli, Aguero! T'as des frissons ou pas là? T'as des frissons, tu regardes ton bras, Samir. C'est quand même l'un des commentaires les plus connus de l'histoire du foot. Extraordinaire. Ce Aguero! Non, mais même ce qu'il dit après,
Il dit je jure que vous ne verrez plus jamais ça de votre vie. Mais on l'a pas revu. Non, mais c'est complètement dingue. On l'a pas revu. Avec le téléphone Manchester United de l'autre côté contre Sunderland, c'est ça? Ils sont déjà en train de fêter quasiment le titre. Ils étaient au c'est fou. Là, tu as 24 ans, tu es champion d'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce moment-là, parce que toi, tu n'y crois pas quand tu es mené 2-1. Non, j'y crois plus du tout. Parce qu'on avait. Si on se souvient un petit peu de la chronologie de ce championnat, il y a à 7 journées de la fin, on a 8 points de Manchester United. Par un concours de circonstances, on arrive à revenir à 3,2. 3 matchs avant ça, on les joue à domicile, on gagne 1-0 sur un but de compagnie sur une tête. Donc on est ex-aequo, on a 2 matchs. Il nous reste 2 matchs, il nous reste Newcastle à l'extérieur. On se dit c'est le match traquenard, si on le gagne, on est champion. On gagne 2-0, Yaya Touré met un doublé. Et on reçoit QPR qui a 70% de chance de descendre. Donc on se dit c'est tranquille, c'est la fête, mais sauf que on a beaucoup de très très bons joueurs dans l'équipe, mais pas des joueurs habitués à gagner. Et donc le dernier tir pour transformer l'essai, c'est compliqué quand il y a cette pression-là, il y a un engouement. Manchester City n'avait pas gagné de titre pendant 44 ans, donc c'est aussi c'est lourd, c'est difficile. Et on commence bien le match, on mène 1-0, Yaya se blesse, et la mécanique est un petit peu enrayée, et là on prend 2 buts coup sur coup. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire non, mais c'est pas possible, je suis maudit, je vais jamais rien gagner, c'est pas possible. Et là, Dzeko marque le 2-2, et je te jure, il marque le 2-2, et je me dis, comme par hasard, on marque maintenant, et je vais voir, on a perdu quand même. Et là, il y a Agüero qui fait son truc, et quand il y a, même au moment de l'action, quand il le tacle, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais il tombe, parce que c'est Taïwo en plus qui lui met qui fait faute sur lui. Et là, il marque Taïwo le but. en plus, j'aime bien. Mais ouais, non, parce que j'ai joué avec lui. Tu connais, ouais. Et pourquoi il tombe pas? Parce qu'il sait que s'il tombe, c'est Balotelli qui va tirer le pénalty. C'est vrai? Ah oui. C'est bon. Attends, le héros, à jamais, c'est Balotelli, c'est plus Agüero. Et là, il a changé l'histoire, il est resté debout, il a mis au fond. C'est pour ça qu'il a. Je te le garantis. Je te le garantis. T'as préféré le quotidien avec Balotelli ou avec Agüero à City? Ah, c'est différent, tu t'amuses plus avec Mario. Tu t'amuses plus avec Mario. Peut-être que tu gagnes plus avec Agüero par ça, c'est sûr. Raconte-nous Agüero, c'était comment de jouer avec lui, parce que bon, là aussi, on est sur une légende. Agüero, c'est une légende, mais je trouve que c'est une légende en Angleterre et compagnie, mais je pense que pour moi, il est même un petit peu sous-coté par rapport aux joueurs que c'était. Franchement, il était explosif. Et sur le petit périmètre, il est capable d'éliminer dans une cabine téléphonique, et c'était clinique devant le but, vraiment. C'était très bon joueur et très bon mec en plus de ça, très bon mec. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer mon idole. Il m'a ramené Maradona, donc franchement, Sergio Agüero, c'est 20 sur 20. Il lui a manqué 2-3 images avec l'Argentine et en Ligue des Champions, peut-être pour. Un petit peu. Mais parce qu'en Premier League, c'était exceptionnel. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu fais un choix qui est quand même très contesté, parce qu'à l'époque, Manchester City, c'est un peu comme le PSG quand le Qatar arrive, ou même là, quand les Saoudiens arrivent à Newcastle. En plus, tu as Manchester United. C'est marrant parce qu'en fait, tu as un peu la même phrase que quand Van Persie quitte Arsenal. Il dit je pars parce que je veux gagner. Et toi, tu le dis aussi, tu pars parce que tu veux gagner. Et ça se joue à pas grand chose, mais tu gagnes. Et derrière, je pense que il te demande alors tous ceux qui t'ont critiqué. Tu as été traité de mercenaire. Ouais, j'ai été traité de mercenaire par des consultants, et surtout certains avec qui j'ai joué, que j'avais appelé justement. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'arrive pas à le comprendre. Et ça m'avait fait j'avais un petit peu vacillé au départ. Mon choix se portait sur Manchester United quand les 2 clubs sont venus. J'avais rencontré Alex Ferguson à Paris. On s'était vu, on avait discuté. Son projet de jeu, ça m'intéressait énormément. Et après, Jean-Pierre Bernès et Alain Migliaccio, on devait prendre notre décision, et on a discuté. Ils m'ont dit bon, écoute, United, l'année passée, ils font finale de Ligue des Champions et ils sont champions d'Angleterre. C'est un club mythique. Tu peux aller là-bas et tu seras passé à Manchester United. Un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres. Par contre, de l'autre côté, l'équipe, elle vient de gagner la FA Cup l'année d'avant. C'est une équipe qui sont en train de construire. C'est un projet solide. Les mecs qui sont derrière, ils veulent vraiment faire quelque chose de sérieux. L'année d'avant que je signe, ils font venir dans le même mercato Jérôme Boateng, David Silva, Yaya Touré,
et Kolarov. Il y avait déjà Tevez, il y avait déjà compagnie. Et là, sur le début de saison, ils prennent Agüero, Clichy, et ils essayent de me faire un petit. Franchement, je pense que c'est l'équipe de demain. Tu devrais prendre en considération. Et après réflexion, je me suis dit, et ils ont raison. Mais on va là-bas et on va essayer de gagner. Et bon, après, j'ai de la chance, on gagne la première année. Et financièrement, il y avait un vrai gap entre les deux ? Pas énormément. Il y avait le salary cap à Manchester United à l'époque. Non, mais il y avait un salary cap à Manchester United où c'était Alex Ferguson numéro 1 après le reste des joueurs. Et en fonction des années passées au club et des preuves que tu as fait, il y avait ce truc-là. Mais même Arsenal me donnait un très, très, très gros contrat à l'époque. Et ouais, c'était une différence de, je crois, peut-être 500 000 à l'année. Mais sur les sommes qu'on parle, c'était rien du tout, quoi. Alors, Leonardo t'a appelé aussi, à ce moment-là, pour te demander si tu voulais venir jouer au PSG. Non, d'abord, il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan. Ah. Il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan, donc on discute sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui, 2 ans auparavant, fait le triplé avec Eto'o, Schneider et compagnie. Et il m'appelle pour l'Inter, et le courant passe super bien, on discute. Et d'un coup, il me rappelle une autre fois pour me dire arrête de discuter avec l'Inter. Fini. Je commence à, il me dit t'inquiète pas, il y a quelque chose qui se prépare. Je vais t'appeler pour ça. Ah, il est bon, le Leonardo. Hein. Et après, il m'appelle pour me dire qu'il devient directeur du foot au PSG. Et il me parle de Paris. Et je lui dis non, là, Léo, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et Arsène qui me dit de son côté, mais va au PSG. Il n'est pas que je parte en Angleterre, mais va au PSG. Il dit, mais c'est pas possible, coach. Non, je peux pas faire ça. T'aurais pu être le Pastore, en fait. Ouais. Quand Pastore arrive, il... Ah, c'est ça, ouais. C'est bon, ça. Non, mais là, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Beaucoup l'ont fait, Kevin. Mais là, après l'histoire, là, c'est la vidéo. C'est aussi, c'est pas. Et là, il se tue. Ouais, non. Ouais. T'aurais mal vécu que Zizou prenne le PSG il y a 3 ans, là ? Non. On en parlait ? Tu l'aurais compris ? Ouais. C'est pas pareil. Entraîneur, c'est pas pareil. Il est Marseillais, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas joué à l'OM. C'est entraîneur. Donc quoi, on va en vouloir aussi à Laurent Blanc parce qu'il a entraîné le PSG alors qu'il a joué à Marseille. Non, sur ça, non. Par exemple, Peter Luxin, quand il fait le chemin Marseille-Paris, je lui en veux. Il est de Marseille, il a joué à l'OM et partir. Mais Zidane, non. De toute façon, Zidane, il est intouchable pour faire ce qu'il veut. Tout le monde va lui pardonner au final. Hein. On a 2 machines à jingle ici. Il y a une vraie machine. Et puis franchement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit medley d'ici la fin de l'émission pour que Samir écoute le top 3 à Walid. Prépare-nous ça, s'il te plaît, Polo. C'est un top 3, c'est un top 10. Non, mais il y en a 3 qui sont dessus. Franchement, c'est un top 5. Moi, il y a les Aristochats. Est-ce qu'on a les Aristochats ou pas, là ? On l'a ou pas, Polo ? Tu peux le sortir tout de suite ? Qu'on se marre 2 secondes ? Il va me le trouver, le jingle Walid, les Aristochats. Bon, Samir Nasri. Là, ça va faire du podcast, là, quand même. Cette soirée génération. C'était là, c'est ça ? Tu veux dire ça ? Non, faut qu'il reste jusqu'à 22h surtout. Ouais. C'était pas prévu. C'est sûr ça ? Alors, il va essayer quand même. Samir, tu restes un peu avec nous. On est bien là. Ouais, là, je suis bien, la vérité. T'es bien, la vérité. Bon, alors les gars, allez, on écoute les Aristochats. Écoute, Samir, écoute bien. Oui. On écoute. Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens là ? Les Aristochats. Il est bon celui-là, c'est un classique. C'est pas du troll en plus. Non, pas du tout. Mais c'est lequel que tu... Parce qu'il y a un chien dans les Aristochats. Il mange des spaghettis. Ah ouais ? Ouais, donc j'ai pensé à ça. Pas totalement faux. Bon, on sait pas de quel dessin animé il parlait du coup. Ben, je sais pas non plus. C'est Roxy Rookie, même. Mais oui, c'est Roxy Rookie en plus. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai, c'est Roxy Rookie. Désolé. On apprend aussi que c'est un nouveau jingle, ça. On aura Samir en jingle, c'est bien dans Génération After. D'ailleurs, tu racontes, c'est Mehdi, hein, on parlera de Mehdi aussi dans un instant, qui raconte que dans la chambre que vous partagiez à Marseille, tu te shootais au Parrain, à l'Impasse, à Scarface. Tu les regardes encore aujourd'hui ? Ouais, je suis cinéphile. T'es cinéphile ? Ah ouais. Cinéma américain, essentiellement ? Ouais. Non, je peux regarder cinéma étranger. Des fois, je suis tombé sur des films européens qui valaient le coup. Mais ouais, non, je suis cinéphile, séries, je regarde. Du coup, c'est bon maintenant la VO ? Oui, ça y est, je regarde. Parce que Walid, tu peux pas regarder non, c'est pas possible. Meilleure série all-time de Samir Nasri ? Les Sopranos. D'accord. The Wire, non ? The Wire en 2e. Breaking Bad. Ah, tu vois, The Wire. C'est où ? Pas mal, hein ? Top 5, oui. The Wire 2e. T'es plus Tony Montana ou Michael Corleone ? Michael Corleone. Ah, bien sûr. Tous les jours. L'évolution, tout ça, on aime. Oui.
Bon, il finit bizarre quand même, mais quand même. Non, mais même le mec qui est tiraillé, qui veut pas faire partie de ce truc-là et qui, par rapport à l'amour de sa famille, est obligé de faire des choix dans. Puis le changement physique aussi, oui. C'est impressionnant. Bref, alors, on a un extrait du parrain, tiens, pour Samir. Et c'est le rôle principal. Il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer. J'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, parrain. Je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Johnny Fontaine qui prend une claque, exactement. Magnifique moment. Voilà pour le parrain. Alors l'équipe de France, on a commencé à en parler tout à l'heure avec Kevin et Walid. Je pense que ça reste pour beaucoup un regret. 41 sélections. Un gâchis. Il y a quelques frissons, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Et même, là, on va le dire, tu n'as pas toujours mis du tien. Certainement, on a parlé du bus, mais ça, c'est un épisode qui a été assez vite balayé. Ça a pu atteindre ton image. Mais bon, voilà, tu arrives en équipe de France, première sélection, 28 mars 2007, France-Autriche, Stade de France, dernier match, Ukraine-France, 15 octobre 2013. Barrage pour le mondial, défaite 2-0, c'était pour aller au Brésil. Au milieu, il y a 5 buts, 1 Euro 2008 pourri pour tout le monde, pas que pour toi, et pas mal d'incompréhension. Comment tu qualifies ta carrière en bleu, toi, ça? Il parle de gâchis, Walid. Est-ce que c'est fort ou pas pour toi? Non. Je trouve qu'elle n'a pas été à la hauteur de mes prestations en club, mais j'ai jamais réussi à réellement trouver ma place et à pouvoir m'exprimer de la manière dont je pouvais le faire en club. Le début était idyllique, parce que première sélection, je fais passe décisive, troisième sélection, je marque et compagnie, mais après, mis à part quelques prestations qui pour moi étaient bonnes avec Laurent Blanc, j'ai jamais eu vraiment un coach derrière qui m'a vraiment donné les clés pour que je puisse m'exprimer. Mais je pense que voilà, moi aussi, j'ai pas fait les choses que je devais faire. L'Euro 2008 sous Raymond Domenech, c'est Qatar, on l'a dit, t'es pas convoqué. Il rentre contre l'Italie. Ouais. Sur 6 minutes. 2008, 6 minutes avec le carton rouge là. Le carton rouge de Eric Abidal. Je suis remplacé par Jean-Alain Boumsong. T'es pas convoqué pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Ça, c'est une de tes grandes réussites dans ta carrière, je pense. Franchement, mec, je me mets à ta place. D'ailleurs, t'en parles dans le doc. C'est sa meilleure compète. Là, tu frises les moustaches. Tu fais allez-y les gars, tranquille. Moi, je suis bien chez moi en vacances. C'est ça? La vérité, quand ça s'est passé, j'ai mal vécu. Arsène Wenger m'appelle à la minute où c'est annoncé la liste, il me dit, tu vas voir 8 semaines de vacances. Recharge les batteries, tu reviens la saison prochaine, tu casses tout. Et j'ai fait 4 semaines de vacances. Après, je suis rentré, j'ai trouvé ça trop long, les 8 semaines. Et je me suis préparé et je réalise une très très belle saison juste après. Et avec tout le tralala qui s'est passé durant la Coupe du Monde, j'étais en train de fêter ça, en train de me dire, tranquille, j'y suis pas, on pourra pas dire. T'imagines si en plus il y avait été, mon Dieu. Moi, le gros regret, pour la plupart des gens, il a été. Donc, on le dit ce soir, Samir Nasri n'était pas à Nice. Il n'était pas à Nice. Voilà. Moi, le gros regret. Et il a laissé la place à Thierry Henry. Exactement. Moi, le gros regret, vous savez ce que je pense de Samir et de sa carrière. Et je disais tout à l'heure, avec Gilbert, que je me battais pour dire qu'en club, avec David Silva ou avec Fabregas, c'était exceptionnel et qu'en équipe de France, il n'arrivait pas à retrouver ce niveau-là. C'est l'Euro 2012, parce que l'Euro 2012, déjà avant l'Euro 2012, il y avait eu des matchs contre le Brésil, contre l'Angleterre à Wembley avec Gourcuff où il jouait à 2 numéros 10 avec Laurent Blanc. Je trouvais que déjà il se rapprochait de son meilleur niveau. Et tu as un peu l'avènement de la génération 87 à l'Euro 2012. Et moi, j'ai 16 ans à cette époque-là. Je me dis, mais ils vont tout casser. Et tu as ce premier match. Bon, tu as l'égalisation contre l'Angleterre avec ce qui s'ensuit. Derrière, je le dis pour ceux qui ont oublié. Tu marques, célébration, ferme ta gueule, dirigé vers la tribune de presse. Il faudra y revenir juste après. Derrière, tu as le match contre l'Ukraine où Jérémy Ménez il fait un match de dingue là, avec il y avait quoi, de la pluie, de l'orage pendant 1 heure. Et derrière, tu as la défaite contre la Suède avec le but d'Ibrahimovic. Et tu joues contre l'Espagne, tu joues pas, on te préfère Debuchy Réveillère, etc. Et finalement, ça se termine comme un gâchis. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que tu as un peu les clés. En tout cas, Laurent Blanc te fait confiance. Et au final, ça se finit mal à cause de cette réaction, peut-être, c'est toi qui vas nous le dire, contre l'Angleterre. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là, bon après il y aura l'Ukraine, et avant l'Ukraine,
Tu avais retrouvé le match contre l'Australie où tu étais numéro 10, tu avais retrouvé un semblant en équipe de France de crédibilité, même de niveau. Mais c'est l'Euro 2012 où je pense que vous pouvez vraiment tout casser, et toi le premier. Mec, si on refait le film de l'Euro 2012, premier match contre l'Angleterre, on fait le match nul, mais je suis homme du match. En 2012, contre l'Ukraine, on fait un bon match, une bonne prestation, on gagne. On commence contre la Suède. On perd le match contre la Suède, mais dans le groupe, c'est le feu. C'est le bordel. La journée du match de la Suède, c'est un bordel complet. Pourquoi ? Après, pour des trucs, mais vraiment... des embrouilles entre joueurs, des tensions. Des tensions, joueurs, les femmes qui arrivent, il y a des tensions entre les joueurs. On fait le match contre la Suède, on perd. Et à la fin du match, il y a des incidents dans le vestiaire. Pas physiques, mais des incidents par la parole, oui, et prise de position. À la fin du match, je demande à Laurent Blanc de faire une réunion avec tous les joueurs pour essayer de calmer la chose. Parce qu'on a un quart de finale qui arrive. Après, je pense que quart de finale ou pas, même si tout le monde avait été bien, tout ce que tu veux, on tombe contre l'Espagne. L'Espagne était injouable à ce moment-là. C'est pour ça que le match contre la Suède était hyper important, parce que tu pouvais éviter l'Espagne en gagnant. Oui, mais quand tu connais vraiment, si tu avais été dans le groupe, on ne pouvait pas le gagner le match contre la Suède, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde était à droite et à gauche et personne ne pensait au match parce qu'on était déjà qualifié en gros. Donc franchement, c'est là que ça se passe. Et tu joues l'Espagne. Bon, l'Espagne, ils jouent à la baballe avec toi. Je suis pas là dans ce match-là parce que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, ils pensent que le côté gauche de l'Espagne, c'est le côté fort. Donc ils décident de renforcer un petit peu ce truc. Mon entrée n'est pas bonne parce que déjà, je suis déçu de ne pas débuter le match, c'est la vérité. Et 2013, on commence la saison en fait en équipe de France. Je suis déjà suspendu. 3 matchs. Il y a le match amical contre le Japon et match de qualif contre l'Espagne. Et Didier Deschamps ne fait pas appel à moi parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un engouement médiatique avec mon retour en sélection. Je crois que c'est la première. C'est quand Paul prend le carton rouge, ce match-là. 2-0, là. Première de Varane et de Pogba. Ouais. Et donc, il y a ce truc-là, je le prends mal. Et pendant 1 an, je ne viens plus en sélection. Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Je refuse de la faire. Je dis que je suis blessé, alors que j'ai rien du tout. Mais je ne veux pas la faire. Et je reviens petit à petit en équipe de France. Mais à partir de ce moment-là, en fait, je viens parce que je suis sélectionné. Mais ma tête, elle est plus là. Parce que, en fait, comme je le dis dans le documentaire, tous mes faits et gestes sont épiés. On regarde tous les comportements. Oui, non, mais là, il est arrivé comme ça. Non, mais là, il avait son téléphone. Non, oui, mais tu es en retard de 3 secondes, on te le fait payer. Et ça ne me plaisait pas, en fait. Bon, et Deschamps succède à Blanc. Là aussi, ça ne passe pas très bien. Ça passe mieux avec Laurent Blanc pour le coup. Titulaire sur le barrage aller contre l'Ukraine en 2013, 2-0. Tu ne joues pas le retour 3-0 qui envoie les Bleus au mondial. Mais toi, tu restes à la maison. Deschamps annonce sa liste, journal de 20h de TF1. Là, il fait un truc qu'il n'a plus jamais fait après. C'est Monsieur Langue de Bois, mais d'un coup, là, la question de Gilles Boulot à l'époque, pourquoi Samir Nasri n'est pas Monsieur, je coupe du bois là. Dans ce groupe. Parce qu'il y avait un buzz immense autour de l'annonce de Samir, parce qu'il fait une saison incroyable avec City. Ouais. Il dit il est décevant en bleu, ses performances ne sont pas les mêmes qu'en club. Ça, il n'avait pas tort. Et il n'accepte pas d'être remplaçant. Ça, est-ce que c'était vrai? Il vient de le dire. Mais l'accepter, non. D'une certaine manière, parce que quand tu es joueur, tu as toujours envie de jouer. Mais après, si tu es dans un groupe, tu pars pour une aventure pendant 1 mois, ok, pas de problème. À partir du moment où la concurrence, elle est loyale et que si à l'entraînement, je te montre que je mérite de jouer, fais-moi jouer, je l'accepte. J'ai déjà commencé, par exemple, avec des joueurs quand j'étais à City, et la concurrence, elle était féroce. Avec Navas, avec Milner. C'est pas grave, on va te montrer à l'entraînement que je mérite de jouer. Et après, je jouais. Ça, c'est le quotidien de toutes les équipes. Mais après, quand il dit ça, il te tue, là. Oui, en fait, je sais, mais après, quand tu es sélectionneur, pour moi, tu dois savoir gérer un groupe, tu dois faire tu fais tes choix. Il a décidé que pour lui, peut-être, j'allais être un problème dans son groupe. Et ça a été avéré finalement, parce qu'il y avait eu un buzz on parlait de livre avec William Gallas, mais autour de ce qu'avait sorti Pierre Ménès, je crois que c'était dans le livre avec Daniel Riolo en plus, je crois, ou peut-être dans son livre perso, où il disait qu'il y avait 3 joueurs entre les 2 matchs contre l'Ukraine qui avaient été voir Didier Deschamps en disant faut le sortir, en gros c'est un poison quoi. 4 joueurs. T'avais les noms? Non, et 4 joueurs. Apparemment, et j'en avais parlé avec lui une fois, avec Pierre Ménez, et je lui ai dit pourquoi tu sors une info comme ça. Il me dit parce que je l'ai eu par 3 ou 4 différentes sources.
Quand on est journaliste, il faut toujours vérifier avant de pouvoir sortir une source. Il m'a dit un jour, j'ai eu Hugo Lloris sur le plateau du CFC et je lui avais parlé. Il m'a répondu d'une manière, en gros, où il m'a confirmé que c'était vrai en me disant « Ah, t'es bien informé, toi ». Et je lui avais demandé, et lui, il a fait quoi? Il m'a dit non, Hugo, il a dit que lui, il n'allait pas aller voir le coach pour lui dire ça parce qu'il s'entendait bien avec toi et que tu n'étais pas un problème dans le groupe. Et il m'a jamais dit c'était qui les joueurs parce qu'il m'a dit en plus, je ne sais pas c'est qui, pour être honnête avec toi. Et voilà, après, moi, j'ai eu. À partir de 2012, déjà, ma relation avec la presse, elle est cassée. J'ai quand même insulté un journaliste, donc. N'importe quoi que j'allais faire, ça allait être multiplié par 10, par 15. Donc voilà, j'ai décidé après, quand il y a eu la non-sélection pour la Coupe du Monde, j'aurais pu, avec mes saisons encore, espérer continuer à vouloir jouer pour l'équipe de France. Mais comme j'ai su qu'il y avait des joueurs et compagnie, j'ai dit je ne vais pas faire d'hypocrite et décider d'accepter de revenir à l'histoire. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. Oui. C'est ça, à 26 ans. Juste pour revenir sur l'histoire du ferme ta gueule avec les journalistes de l'équipe, tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'en fait finalement c'était pas que des critiques sur l'équipe de France que tu pouvais accepter, parce que dans le documentaire c'est notamment relaté, où on parle uniquement de foot à ce moment-là, c'est plutôt ton choix Arsenal-Manchester City qui t'avait pesé et toute ta frustration sort à ce moment-là. Ouais, beaucoup de choses. Le fait de m'avoir traité de mercenaire, lorsqu'on a annoncé que j'étais le joueur français le mieux payé de l'histoire et compagnie quand j'avais signé à City. Il y a beaucoup de regards qui ont changé à ce moment-là. Et le fait de quitter Arsenal, qui pour beaucoup, c'est une institution, c'est un top club, d'aller à Manchester City, c'était un choix qui était dicté par l'argent, alors que ça n'a pas été le cas. Si j'avais signé au PSG, j'aurais pris plus d'argent. J'avais l'Inter de Milan qui payait énormément aussi. Et pourtant, j'ai voulu rester en Angleterre parce que je me sentais bien dans le championnat. Avec le recul, toi qui es maintenant dans les médias, est-ce que tu te dis... Bon, si un joueur fait ça dans une compétition avec l'équipe de France, comment toi tu réagirais aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut composer avec les critiques aujourd'hui? Surtout qu'entre 2012 et là 2026, il y a l'avènement des réseaux sociaux, tu le vois toi, aujourd'hui quotidiennement, sur Mbappé, sur pas mal de joueurs. Est-ce que quand tu es un grand joueur, tu dois faire fi de tout ça? Est-ce que tu dois te mettre dans une bulle? Est-ce que toi à l'époque, tu étais fort, pas assez fort? Comment tu l'analyses avec le recul? C'est dur parce que tu n'en es pas à la place des joueurs, de ce qu'ils vivent aussi dans leur sphère privée, parce que la sphère privée, ça, c'est une grosse partie aussi de toi, en fait. Tu peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans ta sphère privée en rentrant sur le terrain et dire j'oublie tout, c'est pas possible. Tu vois, moi, en 2012, et même dans ma sphère privée, j'étais pas au top. Ma mère a eu un arrêt cardiaque. Ma tête, c'était pas tout beau dans ma tête. Donc forcément, tu as des trucs, tu es là, tu rumines parce que tu es impuissant, tu peux rien faire. C'est un problème médical, je peux rien faire, mis à part essayer d'être là au maximum pour ma mère. Et je peux rien faire d'autre. Et donc quand il y a un truc ou deux, une personne qui vient, qui parle, qui critique, qui parle sur tes choix, sur tes trucs, là, à un moment donné, c'est... Il y a aussi comment tes proches reçoivent ce truc-là. Tu dis que ta maman elle voulait que tu arrêtes l'équipe de France. Alors, déjà bien avant. Ça, c'était en bleu. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. On disait ton image a été restaurée pour beaucoup de critiques depuis que tu es consultant à Canal. On va le dire aussi, parce que certains ont découvert le passionné de foot que tu es. Tu bouffes combien de matchs par semaine? J'en bouffe entre 15 et 20, au moins. Ouais. Autant que Walid quasiment, en fait. Ouais. Un peu plus, je crois. Un peu plus même. Tu regardes la Ligue 1 aussi, bien sûr. Oui. Tu regardes la Première Ligue. Oui. La Liga, championnat espagnol, championnat italien, Italie, tu regardes tout. La Bundesliga. Très casanier le garçon. Très casanier, posé à la maison dans les matchs. Il a toujours été très casanier. Non, je crois pas. Ah bah non, c'est l'âge maintenant, c'est tous pour ça. Comment tu fais les soirées avec des champions sur Canal? On avait Habib Bey il y a à peu près un an ici, qui s'est pris des marées lui, parce que Marseillais, ta génération, ton époque en plus, lui il commentait les matchs donc, du PSG en Ligue des Champions, donc il a été très critiqué par certains. Est-ce que toi tu prends des remarques ou pas de supporters parisiens quand tu es en soirée PSG Ligue des Champions sur Canal? Non, au contraire. Au contraire. Ouais. Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques? Là, tu leur portes chance. Parce que dans le documentaire, quand City mène 2-0 au parc, t'es content quand même. Oui, bien sûr, c'est mon club. Oui, c'est ton club aussi. Mais non, franchement, la dernière fois, on avait fait le match sur site, le PSG Arsenal. Je me retrouve à faire des photos au Parc des Princes avec des supporters du PSG. Et chose qui ne pouvait pas se passer quand j'étais joueur. Non, mais j'essaye d'être le plus honnête possible dans mes analyses. C'est pas parce que je suis Marseillais que je dois critiquer le PSG ou quoi que ce soit. Si le PSG est bon, je vais dire que le PSG est bon. J'essaye d'être le plus juste possible. Et
Et les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes. Si quelqu'un dit les choses telles qu'il les ressent, ben, on finit par t'apprécier. Tu aurais préféré, en tant que joueur, être entraîné par De Zerbi ou Luis Enrique? Waouh. Ça, c'est dur. En fait, Luis Enrique, on va dire que j'ai été entraîné par le même que lui, un petit peu, par Pep. Donc, je vais dire De Zerbi. Je vais dire De Zerbi, même si je pense qu'on aurait pu se clasher, lui et moi. Parce qu'il est un petit peu, quand j'ai vu même un petit peu le documentaire sur YouTube de l'Olympique de Marseille, il me rappelle un petit peu Mancini dans sa façon d'être. C'est des entraîneurs italiens qui sont jeunes, ils sont encore un petit peu joueurs, donc ils sont durs, ils aiment bien titiller les joueurs. Luis Enrique, sur ce que je vois avec ses joueurs, j'ai l'impression quand même qu'il est là, qu'il est un petit peu papa. Je pense que ça aurait peut-être un peu matché un peu plus avec lui. De Zerbi aussi, il est un peu papa. Oui, il est juste un peu... mais tu sens de recul et de hauteur. Il me fait penser à Sampaoli un peu, moi, De Zerbi. Oui, mais il réagit beaucoup sur le bord de la touche. Si de son côté, tu fais 1 ou 2 trucs mauvais, tu sais que... D'où l'anecdote de Mancini sur la PlayStation. Ah oui, c'est un peu la même chose. Mehdi Benassat, on a parlé tout à l'heure, c'est encore ton grand pote, évidemment. Lui, parfois, il dit, bon, c'est génial mon expérience, mais c'est fou. C'est Marseille, c'est particulier. Tu dis dans le documentaire, il n'y a que Marseille, il n'y a que Naples aussi peut-être, qui peut faire comme Marseille en termes d'environnement et de pression. Tu devrais, toi, bosser à Marseille, à l'OM un jour? Mon rêve absolu, ce serait un jour d'être sur le banc de l'Olympique de Marseille, oui. Mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là, je n'ai pas de problème au niveau des cheveux, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai peut-être une calvitie qui va commencer à arriver, parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille. Ça donne quand même envie, quoi, malgré l'environnement, la pression énorme, malgré les coups tu peux prendre aussi, malgré la semaine, ce qu'on vit encore. Quand tout va bien, ça va pas en fait, c'est ça qui est fou. Non, c'est vrai, mais après c'est comme ça, c'est Marseille, c'est Marseille bébé. C'est les excès, c'est comme ça, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est toujours comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où alors c'était Jacques-Henri Hérault qui disait qu'il faut enlever des supporters marseillais des bureaux, etc., pour qu'il y ait moins de passion. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vois ce qu'il voulait dire quand même. Là, bon, tu as un ancien Marseillais, tu as un Pablo Longoria qui n'est pas Marseillais, mais qui est complètement possédé le jour des matchs. Tu as un entraîneur aussi, que moi j'apprécie, mais qui est possédé aussi. Tu vois, on dit qu'il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Pape Diouf, pour le coup, c'était quelqu'un qui était très calme. Tu vois, qui avait ce calme, cette prestance, sa voix. Une sagesse aussi. Ouais, voilà, c'est ce que je te dis. Cette voix, ce ton posé, ce vocabulaire qui faisait qu'il prenait de la distance. Et c'est peut-être la plus belle période de Marseille que moi, en tout cas, j'ai vu, comme tu disais, avec cette équipe dont tu as fait partie. Des fois, on se demande quand même s'il ne faut pas des gars un peu plus calmes. Même si Mehdi Benassat, il semble calme. Mais est-ce que c'est un faux calme? Possible. C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est je pense que si tu n'as pas un entraîneur qui est volcanique et qui a le tempérament à Marseille, il ne sera pas accepté par les supporters. Si on regarde sur les dernières années, les entraîneurs qui ont eu du succès auprès du public, c'est Marcelo Bielsa, qui est complètement décalé, en décalé total. Et là, aujourd'hui, De Zerbi, on va dire que comme il a apporté quelque chose, Sampaoli, mais Sampaoli, c'est pareil. Tudor aussi, c'est pareil. Ils ont eu Marcelino et ils l'ont dégagé directement alors qu'il est en train de réaliser un travail monstrueux à Villarreal. Mais c'est un mec qui est en fait trop calme, trop plat en fait pour l'environnement marseillais. Sur ton rôle de consultant, tu kiffes ta vie aujourd'hui? Ouais, moi je kiffe. Je kiffe ça. Je kiffe aussi parce que ça me permet de jongler entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Moi, j'ai mon fils qui est installé qui est à Dubaï. Ça me permet aussi de voyager, d'être là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas commencé encore à passer mes diplômes, parce que je sais que si je deviens entraîneur, il n'y a plus de vie en fait, privée ou personnelle. C'est le foot. Et moi, quand je me mets dans quelque chose, je suis quelqu'un d'entêté et je me mets à fond les ballons. Donc c'est pour ça que je prends le temps un petit peu. Quand tu dis quand je me lance dans quelque chose, je vais à fond. Aujourd'hui, dans ton rôle de consultant, tu fais partie quand même des références. Tout le monde parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des consultants dans les médias? Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, éditorialistes, consultants, avec les nouvelles chaînes, etc.
Tu veux dire quoi par là? Est-ce qu'ils sont assez francs? Est-ce qu'ils sont assez sincères? Je pense de la profession des consultants, parce qu'on parle beaucoup de bien. Des consultants anciens joueurs ou de toute la profession? Non, consultants anciens joueurs. Ancien joueur ou tout? Ancien joueur. Je peux parler de tout. Non, mais ancien joueur parce que en gros, est-ce qu'il faut avoir joué pour voilà, c'est ça la question que tu poses. Est-ce qu'il faut avoir été un ancien joueur de haut niveau pour être consultant, un bon consultant? Pour moi, non. Pour moi, non. Je préfère un passionné qui regarde 20 matchs par semaine plutôt qu'un ancien joueur qui regarde pas du tout le foot. Un Walid, par exemple. Ouais, je préfère un Walid qu'un consultant qui surfe un petit peu sur sa carrière et qui regarde pas de foot, qui ne suit pas l'actualité, qui ne suit pas l'évolution du football. Le football d'il y a 20 ans, c'est plus le football d'aujourd'hui. Il faut suivre son époque. Et si j'ai un conseil à donner aux consultants, regardez des matchs surtout. Pour qu'au moins, quand vous parlez de certains sujets, ben vous maîtrisez un petit peu. C'est quoi la différence entre le football d'il y a 20 ans, la plus grosse différence entre le football d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le football, il s'est uniformisé, que tous les entraîneurs essayent de jouer de la manière de Pep Guardiola parce qu'ils ont vu que c'était la manière qui gagnait. Pour moi, ce que j'aimais il y a 20 ans, c'était un petit peu le choc des cultures de chaque entraîneur. Tu avais un Portugais, il a amené son côté tactique, par exemple. L'Espagnol, il a apporté son côté technique. L'Anglais, c'était un jeu plus direct. Quand on jouait, j'ai joué, par exemple, à Bolton. Sam Allardyce, c'était des longs ballons, mais tu savais que tu allais souffrir. Tu n'étais pas sûr de gagner en posant le jeu et en jouant. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je trouve aussi beaucoup plus de créativité et d'instinct chez les joueurs offensifs. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes, elles essayent d'avoir 5 joueurs offensifs pour créer un décalage avec les 4. Il y a beaucoup de possessions autour de la surface. Je trouve qu'il y a un peu moins d'engagement de la part des joueurs et tous les joueurs se ressemblent un peu dans la même position, c'est tous les mêmes. Donc, je trouve que c'est ça la différence. Et je trouve qu'avant aussi, il y a 20 ans, même pas moi, ma génération, mais même un petit peu avant, il y avait beaucoup plus de grands joueurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un joueur un petit peu technique et grand joueur, de suite, il sort du lot et on en fait. À l'époque, tu regardes le Ballon d'Or des années 90 à 2000, chaque année, c'est un nouveau. Il n'y en a pas un qui a fait un doublé, un triplé ou quoi que ce soit. Samir Nasri est avec nous dans Génération After, on se régale. Merci d'être avec nous. Tu restes encore quelques minutes. Là, c'est bon, là, c'est pied droit, pied gauche. Dans Génération il peut After. rester 2h30. Il y a eu un gros débat tout à l'heure sur le chat. Attendez, les gars, on a souvent dit que c'était Ben Arfa, le plus grand génie des techniques en France. Mais Samir Nasri était-il pas supérieur à Ben Arfa? T'en penses quoi, toi? C'est différent. C'est différent. Totalement différent. Technique différente. Moi, plus dans la passe, Athènes plus dans l'élimination 1 contre 1. Ah oui, parce qu'en fait, et c'est ça le vrai problème dans le football, et tu parles des différentes générations, et c'est ce que j'appelle moi le comment dire, pour pas être trop dur, mais je vais pas dire le scandale, mais le gros problème avec les highlights, notamment sur, tu sais, maintenant il y a les fameuses vidéos, les compis, 2 minutes 30 de Ryan Cherki, 2 minutes 30 de Noah Lang. Ah ouais, Noah Lang. Non, partons pas sur Noah Lang. Non, mais ça va être insupportable. C'est pire que tout, pourtant c'est un néerlandais. 2 minutes 30. Le gars, il te fait, ou alors la dernière vidéo d'Mbappé, la sortie par le Real ou par la Liga. Le mec, il fait double passement de jambes, il perd la balle. Ouah, Kylian Mbappé. What a player. Mais là, c'est un problème d'éducation aussi, parce que les gamins aujourd'hui, ça me rend dingue. Beaucoup de gamins s'émerveillent devant ça. Non, mais ça me rend que le ballon soit perdu. Pourquoi l'Espagne Attends, on a encore 30 secondes. Non, c'est fini. Regarde, c'est fini. Il est fou, lui. Pourquoi l'Espagne Ça fait 5 ans que t'es là, tu vois pas le finish là-haut. 58 ans qu'il est là, il comprend pas. Pourquoi l'Espagne a la population footballistique la plus technique? C'est pas des dribbleurs, c'est qu'ils vont te faire, c'est ce que Guardiola, le Barça, l'Ajax, ils vont te faire le là, tu vois, entre toi et Walid sur le pied droit, parce que le but est là-bas. Ça, c'est une passe très technique dans la course, dans le bon tempo, dans le bon timing. Est-ce que le terrain il est mouillé? Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce qu'il est sec? Est-ce que je dois appuyer? Mais c'est pas 2 passements de jambes et la touche d'après, la passe elle est en touche. C'est ça que je comprends. Donc Hatem Ben Arfa, excellent dribbleur, peut-être même bon passeur. Et puis après, Benzema, très bon finisseur, Menez, dribbleur, Nasri, plutôt passeur, Fabregas, uniquement passeur, il va à 2 à l'heure, mais peut-être meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est chaque joueur a ses caractéristiques. On a gratté encore 10 minutes avec toi, Samir. On peut pas passer ce qu'il y a à la pub? À la pub? Non, c'est le off, garçon. Non, il y a des émissions, tu sais, qui passent aussi. Ouais, mais le off, c'est le off. C'est le off. On aura fait la pub, reste à la pub sur la Kings League. Dommage, on n'aura même pas le temps. C'est pas prioritaire du tout, en fait. Il y a plein de choses encore. Nicolas, et notamment. Il y a même pas, c'était pas dans Génération. Ah, t'as raison, on aurait pu le faire. On va trouver un truc. Je reviendrai pour ça, s'il vous plaît. Tu reviendras avec plaisir. Tiens, un petit plaisir, Walid Acharchour, les plus belles perles de Walid, c'est parti, medley. C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait qu'il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cache, pas. Non. Il y a un petit peu cette base-là pour
en fructifier les fruits. Maintenant, si on doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul, il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression, et Fonseca, c'est pas un pimpon. Bon, sinon, tu... Moi, si, il y a Astérix, Obélix, Vercingétorix, Milou. Vercingétorix. C'est simple comme l'eau de roche, hein. Clair comme l'eau de roche. C'est clair comme l'eau de roche, hein. Vous voyez pas Samir, il est plié en deux, évidemment, c'est un régal. Nous, on kiffe, hein. Ah ouais, mais franchement, c'est sûr et certain. Mais t'en fais moins dans la vie, c'est bizarre, en fait. Quand tu réserves ça le soir, dans la vie, t'en fais pas. En direct. C'est la pression, c'est la passion. Bon, je vais accueillir, il y a des appels au 32-16. Il y a Arshad qui est avec nous, supporter de l'OM. Salut Arshad. Bonjour. Tu es là, bonsoir, bienvenue dans Génération After. Bonsoir à tous, bonsoir Walid, bonsoir Kevin. Samir. Bonsoir. Samir, Kevin. Déjà, merci Samir pour tout. Moi, je suis celui avec qui, en fait, je suis un peu, je sais pas par où commencer. En vrai, Samir, c'était celui qui nous a fait kiffer le foot, simplement. T'as quel âge, Arshad? J'ai 26 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc, sur le passage à Marseille, j'ai 6-7 ans. C'est le premier footballeur que je suis. Et tout à l'heure, on a évoqué Sochaux, la finale à Sochaux. Moi, le titre de champion de 2010, je l'ai changé 1000 fois contre le tir au but de Zoubar. 1000 fois. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, parce que on a aussi évoqué Bessa tout à l'heure. C'est surtout les émotions qui comptent, et les émotions que t'as pu faire ressentir à toute cette génération, à tous les Marseillais sur son passage, ils sont bien plus forts que certains. Peu mettre Lucho devant toi. Donc sur ça, je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir. Je suis personne pour te le dire, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le dire. Il n'y a aucun regret à avoir, et sur toute la dignité que tu as pu avoir envers le club, l'institution, à la suite de ta carrière, c'est qu'une fierté pour nous, et vraiment, merci. Ben merci beaucoup. Après, je suis désolé de te dire ça. C'est vrai, les émotions, mais un titre, ça reste, tu vois. Ça reste gravé dans le marbre, et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire avec mon club. Même si j'ai été formé à Marseille, j'ai grandi dans cette ville-là. Marseille, c'est tout pour moi. C'est ma passion, c'est tout. Et j'aurais vraiment aimé avoir soulevé un trophée au moins. Ouais, mais comme tu as dit, c'est pas fini, et je pense que l'histoire nous fera boucler la boucle avec un titre en tant que dirigeant, entraîneur, mais on sait qu'il y aura quelque chose, ça on est tous persuadés. Et j'aurais juste une petite question ou une petite intervention, et voir vraiment sur et Walid aussi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'au-delà que nous, supporters Marseille, on dise merci, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de cette génération qui doivent te dire merci, que ce soit Kylian Mbappé, même des Antoine Griezmann ou n'importe qui, parce qu'en fait vous avez payé le prix vous avez pris pour la future génération, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Les gens ne mesurent pas. Et tu verras dans le docu, mais il y a, pour moi, la meilleure. Jérémy a fait une très bonne intervention. Pour moi, la meilleure intervention, c'est celle de Jérémy Ménez à la fin, où il explique, il disait que pour nous, à l'époque, on pensait pas être des exemples, qu'on voulait juste jouer entre copains, et que peut-être on n'a pas assimilé tout le foot business. Il parle aussi des codes, notamment sur le rap, sur les casques, etc., sur le je parle pas d'âge, et qu'en fait, au final, c'était peut-être une génération sacrifiée qui a permis à ceux 10 ans après de les faire passer. C'est comme une forme de génération témoin, en fait. Ceux qui, en tout cas, parce qu'après il n'y a pas eu que des gars qui ont réussi après vous, mais c'est vrai que voilà, la génération 87, elle a servi de témoin, parce qu'il y a ceux qui ont grandement réussi, il y a ceux qui ont moins bien réussi, parce qu'il n'y a pas que vous, après il y a les moins connus aussi, et les générations qui sont venues juste après, mais c'est vrai qu'un gars comme Mbappé, comme Griezmann, mais aussi avec leurs entourages, ils se sont très très vite staffés, ils ont compris pas mal de choses que vous avez peut-être mis du temps à comprendre. Oui, c'est clair. On n'est pas préparé à ça. Jérémy le dit bien. Quand tu fais ça, et tu le sais, quand tu as évolué dans le monde professionnel, pour toi, tu peux pas être un exemple. Tu te rends pas compte, en fait, que tout ce que tu fais va être épié, et que des jeunes vont te prendre et t'idolâtrer. Même si toi, tu as été dans cette position-là où moi, je regardais Maradona, mais je me suis jamais dit dans ma tête, mais je suis un exemple pour des milliers de gens. Non, pour moi, je vais jouer avec mes potes et je fais mon match, en fait. Et on se rend pas compte que toutes nos actions ont des répercussions sur les gens. Merci Arshad pour ton témoignage. Si je peux juste me permettre. Et en fait, moi, je pense que justement cette génération sacrifiée a fait évoluer la société, et
Samir, je te le dis, et ça a été ton ami à un moment donné, quand Benzema a dit que son ballon d'or n'est pas politique, il est politique, et votre carrière et vos sacrifices, ils sont politiques. Et ça, il faut le dire aussi. Et pour nous, c'est une fierté d'avoir des gens comme toi à la télé, comme Walid, comme Elton, et je pense que c'est important de le dire. Merci à vous de représenter. Levez toujours la tête, Walid, on est fiers de vous écouter, et c'est très important pour tout le monde. Et voilà. Merci Archad d'être venu sur RMC. Merci. Très bonne soirée, à très vite. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Demain soir, tirage au sort Ligue des Champions. Phase de Ligue, les gars. Marseille, Monaco, Paris. Pas de Marseille un petit peu quand même. Il est excitant ce tirage au sort. Il est excitant. Il y a 4 chapeaux, mais les chapeaux ne veulent plus rien dire en fait. Oui, c'est vrai. Tu affrontes deux équipes de chaque chapeau, donc ça ne veut plus rien dire. Marseille sera a priori chapeau 3. Est-ce que tu penses cet effectif-là, à 5 jours de la fin du mercato, là tu as notamment Ceballos, on peut en parler, qui ne va pas venir, on va en parler dans un instant. Cet effectif-là, tel qu'il est configuré aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nourrir comme ambition en Ligue des Champions ? Dans les 24. 24. Après on verra, c'est du bonus. Après on verra en fonction du tirage au sort. Mais pour moi, cet effectif-là, avec les efforts consentis sur certains postes, et je pense aussi que le mercato marseillais n'est pas terminé, je pense qu'il va falloir doubler certains postes où, pour moi, il y a encore certaines lacunes et pas assez de couverture, notamment sur le poste de latéral gauche. Pour moi, il en faut un. Il me faut j'aimerais bien un milieu de terrain aussi côté marseillais pour densifier un petit peu ce milieu. Créatif ou destructeur ? Pour moi, destructeur un petit peu et aussi un créatif. Pour moi, il en manque un peu. Ouais, pour moi, il en manque. Pour essayer d'aller un peu plus loin, d'avoir autant d'ambition et aussi réussir une saison en Ligue 1, pour moi, en termes numériques, quoi. Ouais, en termes numériques. Avec ou sans Rabiot ? Pour moi, il est. Pour moi, tu le comptes. Non, même moi, avec Rabiot ou sans Non, pour moi, je le compte pas. Je compte pas Rabiot. Moi, je le compte pas parce que compte tenu des déclarations des uns et des autres, pour moi, je vois pas l'OM le réintégrer sans que Rabiot fasse des excuses et des aveux. En gros, sa maman, conseillère et sa mère. Et il a jamais fait. Il a 30 ans. Je pense pas qu'il va le faire aujourd'hui. Donc, pour moi, si l'institution marseillaise se veut aussi forte, comme elle l'a dit d'ailleurs au départ, de les mettre à pied parce que l'institution passait au-dessus. Pour moi, je fais sans Rabiot en fait. Mais sur en tout cas les pistes, là on parlait de Palmieri qui pourrait être latéral gauche, Ordonez ils veulent le faire, donc en défense centrale. Tu dis un milieu de terrain un peu destructeur, on parlait un peu de Florentino Luis hier très bon dans ce style. Est-ce que Ahmed Traoré qui là va sûrement arriver, qui peut jouer à gauche en remplaçant Paixão et en numéro 10, tu le comptes lui dans le créatif ? Oui, je le compte dans le créatif parce qu'il faut voir aussi comment Paixão va s'intégrer au championnat de France, parce que s'il est à l'image de ce qu'il faisait à Feyenoord, et il va tout casser. C'est très, 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 très bon joueur. Après, il faudra voir. Je pense que devant, il y a ce qu'il faut entre Gouiri et Aubameyang qui va apporter son expérience et qui est là pour mettre des buts. S'il est servi dans la surface, il va les mettre, ses buts. Greenwood, moi, je le trouve très bien depuis la pré-saison et même son début de saison. Je le trouve assez bon. Moi, c'est au milieu de terrain et c'est surtout comment Marseille arrive à jouer face à des blocs bas. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la clé ? Parce que c'est ce qui leur a fait défaut la saison dernière, sur des matchs à domicile, contre des équipes qui arrivaient regroupées et qui les prenaient en compte. Je trouvais cette équipe marseillaise très naïve à la perte de balle. Et aujourd'hui, quand je regarde la composition du milieu avec Angel Gomez et Højbjerg, je trouve qu'il manque quelqu'un de destructeur un petit peu au milieu qui peut leur apporter cet équilibre, qui puisse attaquer en nombre et d'avoir quelqu'un qui est toujours là devant la défense pour justement contrôler tout ce qui est contre-attaque. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des problèmes face à des blocs bas. Oui. Même le PSG. Ouais, mais à la perte. Mais à la perte, il faut être agressif. Bien sûr, mais surtout dans la gestion de profondeur. Parce que Samir, il parlait des matchs à domicile. Parce que même à l'extérieur, l'an dernier, mais la profondeur, tu peux la contrer de deux façons. Soit tu recules, soit tu continues d'avancer. Mais pour continuer d'avancer, il ne faut pas que tu aies des mecs qui s'alignent comme des U14 à la dernière minute d'un match contre Rennes. Tu vois de qui je veux parler, alors que c'est le capitaine de l'équipe. Donc ça vient, le premier pressing, les attaquants, le milieu qui est censé pousser. Et c'est vrai que moi, je te l'ai dit, Florentino Luis, je n'avais pas entendu parler de ça, mais hier, franchement,
c'est un vrai numéro 6, pas un grand joueur, mais vrai numéro 6 dans ce style-là, je ne sais pas s'il va arriver ou non, mais peut aller gratter, mais un profil comme ça, c'est intéressant. Mais après, ça vient aussi de la défense derrière, où lui, il fait le boulot pour le coup de défendre très loin de sa ligne, de couvrir les 40 mètres dans le dos. Mais l'OM, comment ils se sont fait contrer contre Traoré et contre Auxerre l'année dernière, c'est sur des transitions de 40 mètres. Et même là-bas, Auxerre en grande difficulté, contre Reims, la même chose. Et c'est pour ça que s'ils font un mec comme Ordonez qui peut gérer la profondeur, qui peut prendre latéral droit, c'est primordial. Ça c'est primordial. Qui joue pas ce soir avec le club Bruges. Qui joue pas. J'espère qu'à un moment donné, ça va se concrétiser. Ils mènent 3-0 contre les Rangers. Ouais, ils vont se qualifier. Non, mais après, tu vois, si t'as Ordonez, moi je donne un exemple parce que je pense dans ma tête que ça va se faire comme ça. Mais j'ai beau m'imaginer, mais pour moi, Marseille va s'articuler de cette manière-là. Sur les gros matchs de Ligue des Champions, en fonction de d'où le danger va venir, tu vas mettre soit Ordonez latéral droit, soit Medina côté gauche pour pouvoir fermer le joueur fort de l'équipe, et tu mets Weah de l'autre côté qui vient s'intercaler parce que De Zerbi il va toujours vouloir ressortir avec 3 défenseurs pour avoir un surnombre au milieu de terrain. Donc en fonction de ça, si tu arrives à faire Ordonez, tu peux sur certains matchs tu vas mettre Medina à gauche. Si tu joues Arsenal, tu mets Medina à gauche pour qu'il ferme Saka. À droite, tu as Weah qui pourra prendre le couloir. Donc, et à l'inverse avec Palmieri. Exactement. Samir Nasri est avec nous, tu restes encore avec nous, tu viens nous voir sur RMC pour ton documentaire dimanche soir, 21h. Samir Nasri, rebelle sur Canal+. Il aurait été bien dans Génération After quand même. Moi, j'en voulais pas. Ouais. Moi, j'ai dit non. Si Samir vient, je m'en. J'ai essayé un peu. T'imagines bien. Mais ça aurait été un kiff monstrueux. Le meilleur joueur de foot de Génération After. Mais ça viendra. J'ai essayé, Nico. J'ai essayé. Mais... on peut dire des choses comme ça. Ouais, j'ai essayé. Bah non. Je sais bien que t'as essayé, garçon. J'ai dû te donner informé minute par minute. J'ai à dire que je plaisante pour ceux qui. Non, bon, c'est jamais. J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, mais ça n'a pas suffi. Du coup, il reste encore un peu avec nous, Samir. Samir Nasri sur RMC à l'occasion de la sortie du documentaire Samir Nasri rebelle dimanche soir sur Canal+, réalisé par Marc Sauvourel. Il y aura un petit match également. Je le dis quand même dimanche soir, 20h45. Oui. Il faudra faire un choix. On se le fera en replay. Marseille, le match? Non, le doc. Okay. Après, moi, je l'ai déjà vu 2 fois, donc ça va aller. La liste des champs pour les matchs qualifs pour le mondial, Ukraine et Islande, 5 et 9 septembre. Alors, sont absents de la liste Kolo Muani, Zaïre Emery, Bouba Kamara, que tu aimerais revoir en équipe de France. Il s'est un peu blessé là sur le dernier match contre Brentford. Jonathan Klaus, Benjamin Pavard. Il a pris Pavard, j'avais pas vu. Non, il n'est pas, les absents. Ah, j'ai commencé en disant les absents. Ok, excuse-moi, Nico. Bon, Areola n'est pas là non plus. Les frères Hernandez sont là. Rabiot est bien là. Deschamps a expliqué que voilà, il savait comment qu'il avait jamais eu de problème avec Adrien Rabiot en équipe de France. Oui, avec Adrien. Oui. Ouais, il y a une deux fois. Qu'il n'a pas voulu être réserviste aussi, ce garçon, mais bon, pas de problème. Compris, oui. Pas de problème, tout va bien. À la carte. À la carte. Ekitike n'est pas là. Il dit registre essentiellement axial. Ah oui, ça aussi. On savait, d'accord. Et c'est un problème apparemment. Ouais. Il dit aussi on le suivait déjà à Francfort. Ça, ouais. Ça me fait marrer à chaque fois, il dit ça. Enfin, genre, il sait. À Reims aussi, il le suivait. Oui, c'est ça, t'as raison. Il dit je ne vais pas accumuler les joueurs du classique. On a pour 9 mois encore. Ouais. Mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Voilà. J'ai livré cette déclaration qui n'apporte pas grand-chose. J'espère qu'il a le potentiel pour l'équipe. Il va peut-être faire demi-finale et gagner la première. Dommage, Ekitike, pas dans la liste. Samir, il est prêt pour toi? Oui, pour moi, il est prêt. Je ne comprends pas son absence. Comme... En fait, je le trouve, le sélectionneur, je le trouve à contre-temps. Par exemple, Akliouche, j'aurais plus vu la saison dernière et pas de suite sur ce rassemblement-là. Sur ce rassemblement-là, j'aurais plus donné l'opportunité à Ekitike de pouvoir montrer justement qu'il a franchi un palier. Il faut aussi dire qu'il a fait 3 matchs depuis le début de saison. Il a marqué à chaque fois. Et en plus, il est intéressant dans son registre. Il est grand, il est technique, il est rapide, balle au pied. Moi, j'aurais bien aimé voir Ekitike. En plus, avec Kolo Muani qui sort de la liste, normalement, c'est le choix, c'est Ekitike en fait. Le problème, c'est que Didier Deschamps, s'il prend Ekitike, qu'est-ce qu'il fait s'il met 2 buts? Il lui pose des problèmes. Bah oui, je t'ai entendu aussi en parler. Mais il est comme ça, Didier Deschamps. Il ne va pas se rajouter des nœuds au cerveau. C'est-à-dire qu'il va être là, il va se dire bon, là, si je prends Ekitike, déjà, ils vont me dire ah oui, mais il n'a pas joué, ou il a pas... donc il faudra le reprendre jusqu'à ce que je le fasse jouer. Et puis après, là, Kolo Muani, il faut quand même que je lui garde une fenêtre. Ekitike, il joue 9. Mais Mbappé, il faut le mettre 9 parce qu'il ne défend pas. Dembélé, il peut jouer 9 aussi. Mais bien sûr, il le sait très bien. Il le sait, mais il prend Akliouche. Personne ne va lui parler d'Akliouche. Oui, mais le problème, il va lui laisser ses 3 minutes, 3 et 4 minutes. Le problème, c'est que Ekitike, le problème, en fait, il va le bloquer. Le problème, tu le repousses.
Tu le repousses pas, il est capable parce de que pas s'il a 15 buts en mars, plus vous lui demandez, il est capable de pas le prendre jusqu'au futur. Je pense pas que Deschamps fasse ses listes en fonction de génération after. Non, je te parle pas de vous. Mais je te parle de plus les médias vont lui demander un gars, il est capable de pas le prendre. Moi, pourquoi je voulais pas critiquer, parce que je pense que son profil est archi complémentaire de celui de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé peut partir du côté gauche, par exemple sur le but de Gakpo, la passe elle est bien dosée, elle est mise dans le bon tempo quand il marque son but. Et je pense que son association avec Olysée ou avec Dembélé ou avec Mbappé, je pense que ça aurait fonctionné. Mais il le connaît pas. Samir, Kevin. Ryan Cherki est dans la liste aussi. Il commence à s'installer en équipe de France. Comment tu vois son évolution? Il franchit un palier à City avec Pep Guardiola. Il a fait une première titularisation ce week-end, pas forcément convaincante, pas horrible, mais pas convaincante. Dans le dur. Un peu dans le dur. Comment tu vois son potentiel surtout? Non, le potentiel pour moi n'a pas de limite à partir du moment où il arrive à assimiler la méthode Guardiola. Parce que Pep Guardiola va le faire énormément progresser d'un point de vue tactique et même au niveau de l'effort. Parce que les équipes de Pep Guardiola, c'est du pressing, c'est énormément d'intensité. Et je pense qu'il a les qualités pour pouvoir le faire. Maintenant, à voir, parce que moi j'ai toujours eu le seul petit problème que j'ai avec Ryan Cherki, c'est son irrégularité. J'ai jamais remis en doute son talent. Je pense qu'il a un talent spécial. Il est vraiment bidextre. Il a une très bonne technique. Il sent le jeu. Il est beau à avoir joué. Mais je demande de voir comment il va réussir à faire évoluer son jeu, parce qu'il lui manque ce petit truc-là pour moi pour être au très 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 haut niveau. Bon, voilà pour l'équipe de France. Il y a aussi un problème au poste de milieu de terrain. Il met Désiré Doué milieu de terrain, d'accord. Il met Akliouche attaquant. Et toujours pas de Tolisso. Il a dit. Non mais donc Tolisso. Il a dit bien sûr que je le suis. Ouais, enfin heureusement qu'il le suit. Mais moi je ne comprends pas ce qu'il nous fait. Je l'ai vu jouer au Bayern. Enfin, je comprends pas le traitement. Qu'il le connaît depuis sa première période à Lyon. Non mais pour le coup, je comprends pas le traitement de Tolisso, parce qu'il sort Guendouzi, il sort Warren Zaïre-Emery. Tolisso quand même, il enchaîne après une très très bonne saison l'an dernier, un très bon début de saison. Tolisso, il connaît l'équipe de France, il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018, il était dans le groupe en 2021. Normalement, c'est pas l'avenir pour lui. Non mais t'as le crédit pour revenir. C'est-à-dire que c'est un 93, Tolisso, c'est pas Giroud, il a pas 38 ans. Et là, il le prend pas non plus. Donc Tolisso, après, il peut Tolisso, faire. Tu l'aurais pris à la place de qui? Demain, par exemple, Désiré Doué, tu le fais monter à la place d'Akliouche sur les offensifs, et tu mets Tolisso, un vrai milieu de terrain, parce que Doué il l'utilisera pas dans le trio du milieu de terrain, ou en tout cas en double pivot. Bon, donc moi, quelques secondes pour ce petit quiz, les amis, pour voir qui est un crack là. Je viens de prendre une soufflante là, il y a 1h30. Qui suis-je? Écoutez bien, je cite des clubs. Il m'a fait 3 joueurs, je les ai pas année de naissance, on y va. Vous êtes prêts? C'est pas hyper facile. Hein. Bon, on commence par le plus facile. Né en 1983, club, j'ai dans le désordre. Newcastle, Lyon. Roma. Non, 83, Walid. Roma, AG Auxerre, AC Milan. Mexès. Merci, Kevin. Ah ouais. Bravo. Newcastle. Newcastle. Il a jamais joué à Newcastle, Philippe. Non, erreur. Ouais, il y a une erreur là. Excusez-moi. Erreur. Grosse erreur. On oublie ton point. Terminé. Bah non. Merci. Ils auraient trouvé sur Newcastle. J'étais sur Boumsong, moi. J'étais sur Boumsong. Lyon, Newcastle. Alors, né en 1980, les gars. Les clubs Deportivo La Corogne. Newcastle. C'est un Français ou pas? Non. Celta Vigo, Levante, AEK Athènes. Pas simple. Il a quel âge? 80. Aujourd'hui, il a 45 ans. Quoi. Ces clubs, c'est quoi, pardon? Deportivo La Corogne, Celta Vigo, Levante, Newcastle, AEK Athènes. C'est dans cet ordre? Non. L'ordre, c'est La Corogne, Newcastle, Celta, Levante, AEK Athènes. Pandiani? Dur. Fran? Pas loin. Mackay? Non, pas Mackay, Bayern. Non. Initial DT. DT? Diego Tristan. Merci, Samir. Exactement. Il fait une passe D sur Fran. Facile. Né en 1976. Club Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough. D'accord. Viduka. Marseille. D'accord, non? Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough, Marseille. C'est pas dans l'ordre. Parme, Inter Milan. Middlesbrough. Les gars, oh. Que de rue? Légende. Non. Légende à Marseille. Légende à Marseille. 76. Il a quel âge? Parme. Il a 49 ans. Il est au club actuellement. Mais non. Non. Qui est au club? Il est au club, il est à Marseille. Fabrizio Ravanelli. Exactement. Voilà.
un peu déçu. Celui-là, je l'avais pas. Ouais, moi non plus. Alors, mais on n'a pas dit la Juve. Vous oubliez des clubs. La Juve n'a pas été dite. Comment tu veux qu'on trouve? Oui, c'est possible. Ouais. Il est pété le quiz de Najib. Je le balance. Najib, là, il nous a s'amuser. Et la Juve, il nous oublie la Juve. En fait, il nous met des embûches, il enlève des trucs. Il me dit 40 minutes pour le quiz et tu m'envoies une bouse. C'est pas grave. On aurait raconté c'est ça, Génération After. On est imparfait, on sait qu'on est imparfait. Voilà, c'est du direct. Comme ça. Mais on aurait raconté l'histoire de William Marouz. On assume nos défauts. On va faire une pause. William Marouz, rapidement, en 30 secondes. Raconte ton joueur, sa mort. Écoute, un jour, j'ai mon fils qui m'envoie un truc sur Twitch. Et je vois que mon joueur, il est à la Kings League. Je vois qu'il est sélectionné par une équipe. Il t'a pas prévenu. Le lendemain, je dois jouer au paddle avec Walida Cherchour. Je vois qu'il est sélectionné par quelle équipe? Jérémy Ménez, Samir Nasri. Les potes de Walid. Je dis, mais non. Je vois les problèmes. Tu vois, comme dit David. Le lendemain, je vois débarquer qui au paddle? Samir Nasri. Discussion pendant 3 heures. Il s'est mis au bord du cours. Je joue avec toi, je crois. À chaque intervalle, il me disait, mais on peut pas s'arranger. Discussion pendant 3 heures. Et lui, il est fort parce qu'il a pas lâché. Il fait, non, mec, c'est Samir Nasri. C'est mon joueur. Il va pas jouer à la Kings League. J'avais dit s'il joue, on le vire. Il avait dit il ira en Ligue 2. Ouais. Et aujourd'hui, il joue au Mans en Ligue 2. Voilà. Bravo. Et il a marqué. Samir, merci, on s'est régalé. Dimanche soir, 21h. Samir Nasri, Rebelle sur Canal+. Tu reviens quand tu veux, tu le sais bien. Merci Kevin, merci Walid. L'after arrive avec Gilbert, bien sûr, Daniel, Flo. Bonne saison, Samir. Bonne saison à toi, merci notamment ton consultant et un jour sur un loin de nous. Malheureusement. À bientôt.